l'intégrale du CAC 40, l'indice phare des actions françaises cotées à la Bourse de Paris, avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale et un regard particulier sur les dividendes. C'est une vidéo spéciale pour les investisseurs très long terme que je vous propose aujourd'hui. Générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Pour cet été, j'ai créé trois vidéos particulières sur les indices CAC 40, BEL 20 et AEX 25. Le CAC 40 c'est pour la bourse française, le BEL 20 c'est pour la bourse belge et l'AEX 25 c'est pour la bourse néerlandaise. À vrai dire, je vous ai fait une analyse de l'ensemble de ces valeurs, ça fait 85 valeurs en tout, qui vous permettront de passer l'été en apprenant beaucoup de choses sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, et puis aussi sur les dividendes, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, évidemment, pour regarder toutes ces vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner, à mettre la cloche surtout qui vous permettra de voir les notifications quand apparaîtra une nouvelle vidéo, une de ces trois-là, et puis toutes celles qui paraîtront à partir de la rentrée. On reprendra le fil de nos émissions habituelles, notamment les hebdos, dès la rentrée. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que l'objet c'est vraiment de balayer l'ensemble de toutes ces valeurs. Mais avant ça, je vais quand même vous expliquer la façon dont j'ai travaillé pour vous faire ces trois émissions. L'idée était d'abord de vous présenter un graphique, évidemment, de faire une analyse technique avec des niveaux qui peuvent être intéressants pour acheter sur un repli, et ce que je pense qui devrait se faire dans l'été ou à la rentrée, au niveau des indices et donc au niveau de la plupart de ces valeurs, savoir que quand ça baisse pas partout, mais en tout cas voilà, avoir des niveaux de prix où on regarde ce qui s'y passe et où on peut intervenir, et puis aussi des niveaux où ça peut bloquer et où ça peut être intéressant d'encaisser les valeurs. Évidemment, et je serai obligé de vous le mettre avant d'attaquer les valeurs, c'est évidemment, je suis dans l'obligation de vous dire que ce ne sont pas des conseils et que c'est juste mon avis et c'est juste la façon dont je vois les choses, et en aucun cas un conseil pour acheter ou pour vendre, quels que soient les actifs que je vous propose dans mes vidéos. Ça, c'est la partie technique. La partie fondamentale, à vrai dire, moi, je travaille dessus de manière... c'est quasiment la moitié de mon temps de travail, c'est d'analyse fondamentale. À vrai dire, les gens, souvent, et là, j'ai remarqué, il y a plusieurs qui m'ont fait la réflexion, ils veulent savoir tout, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. C'est des années de travail, et j'ai créé une formation pour ça. D'ailleurs, je ferai une nouvelle session de formation à la rentrée. Pour ceux qui veulent se préinscrire, vous m'envoyez un message sur Twitter, sur Facebook, ou vous m'envoyez un message sur sur la chaîne, de telle manière à vous préinscrire et puis qu'on en discute. Dès le retour des vacances, on va considérer ça dès la fin août à peu près. Donc c'est pas pour ça que je vous donne pas mon avis, en tout cas j'essaie de vous donner quelques éléments qui me permettent de dire voilà, ce dossier-là je l'aime bien, ce dossier-là je l'aime pas. Vous constaterez, et vous avez toujours constaté pour ceux qui sont fidèles aux émissions, vous constaterez qu'il y a peu de dossiers que vous me donnez, ou il y a peu de dossiers dans ces émissions-là que je vais vous donner qui m'intéressent. À vrai dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ma stratégie elle est hyper exigeante, donc à vrai dire, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai pas d'intérêt. Soit je suis négatif, soit je suis neutre, et je vois pas d'intérêt d'être acheteur de dossiers où ça va pas bouger vraiment. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je suis assez exigeant et qu'il y a très peu de dossiers. Par contre, quand il y en a un que j'aime bien, quand il y en a un que j'apprécie, quand il y en a un qui me donne envie de le regarder de près, c'est vraiment c'est à entendre, et puis vous en faites ce que vous voulez. Après, chacun a son avis sur le sujet et on peut parfaitement être en désaccord sans avoir non plus à s'insulter. Voilà, donc ça c'est la partie analyse fondamentale. Vous verrez dans l'ensemble de ces trois émissions, vous verrez qu'il y a quelques dossiers assez surprenants sur lesquels je suis positif, des dossiers sur lesquels je trouve qu'il y a un intérêt à les regarder. Alors écoutez bien ce que je dis, ne vous jetez pas à corps perdu, c'est aussi sur des unités longues que l'on travaille. Il faut savoir que sur ce dossier, sur cette émission-là, on va regarder des unités de temps mensuelles, des unités de temps hebdomadaires, donc on n'est pas sur du trading, et à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est pas dès lundi matin qu'il faut acheter. Je vous signale aussi que l'ensemble de ces valeurs, je les ai étudiées à la clôture du 6 août, donc vous allez recevoir les vidéos peut-être avec un petit peu de décalage, mais sachez que vu l'unité de temps dans laquelle on est, il n'y a pas beaucoup d'importance, hormis quelques mouvements sur certains dossiers qui vont se provoquer entre le moment où vous allez voir la vidéo et le moment de l'enregistrement. Je dirais que c'est quand même assez intéressant de regarder ces dossiers-là sur une unité de temps, on va dire sur la fin de l'année 2023, qui vous permettra de faire des perspectives intéressantes. Et puis il y a un dernier sujet sur lequel je voulais m'attarder quelques minutes avant d'attaquer l'ensemble des valeurs.
c'est la partie dividende. Il faut savoir que sur les dividendes, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont vendues à travers les réseaux sociaux, à travers différents sites internet, qui vous disent d'acheter des valeurs avec dividendes, avec des quantités plus ou moins importantes de dividendes distribués. À vrai dire, je vous le dis, mais c'est pas du tout une bonne décision de faire comme ça. J'ai rien contre ceux qui vous les vendent, ils ont certainement des bonnes raisons de le faire, mais il faut savoir que le dividende, c'est une extraction, c'est une partie du bénéfice qui est attribué à l'actionnaire. À partir de ce moment-là, le dividende, ça pose pour moi un problème éthique et fondamental quand je vois les gens qui vous disent achetez cette valeur parce qu'elle donne beaucoup de dividendes. Vous allez voir que à travers les indices que nous avons, il y en a assez peu, mais hors indice, il y en a beaucoup plus. Il y a des actions qui donnent beaucoup de dividendes et qui n'ont aucun intérêt à être achetées. Et à partir de ce moment-là, vous allez me dire, mais comment je fais pour pouvoir distinguer les deux? Eh ben, je vais vous donner une petite astuce et vous verrez au fur et à mesure de toutes les émissions, de toutes ces 3 émissions que je vous propose, vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont vraiment intéressants à considérer par rapport à la notion de dividende. Et c'est assez rare. Ce qui veut dire que déjà, ceux qui regardent que les dividendes, il y a comme un problème de statistique. C'est-à-dire que c'est assez rare que le dividende soit vraiment un élément important. Ça, c'est la première chose. Et puis, même s'il est important en termes de quantité d'argent distribué aux gens et en pourcentage qu'on appelle le rendement, sachez que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'il y a des dossiers qui vous rapporteront jamais d'argent. Et on a quelques cas dans les vidéos que je vous ai proposées cet été. La façon de travailler sur les dividendes, elle est pas du tout comme ça. Pour une simple et bonne raison. C'est comme je vous le disais, c'est une extraction, on vous donne une partie du bénéfice et on vous la rétribue. À vrai dire, quand vous avez l'action qui cote, je sais pas, par exemple 100 €, le lendemain matin de la distribution du dividende, si vous avez eu 1 € de dividende, eh bien, il faut savoir que l'action cote 99 €, c'est un détachement de coupons. Il faut savoir que, bon, moi je suis un peu vieux, j'ai vu ça, mais quand on avait des dividendes dans le temps, on allait à la banque et on amenait un bordereau de coupons et on détachait un coupon. Et vous verrez souvent l'expression un détachement de coupons pour parler du détachement des dividendes, de la rémunération des dividendes, de la transmission monétaire des dividendes à l'actionnaire. On va dire c'est juste on coupe un morceau de l'entreprise. Et si vous étiez spécialiste fondamental, alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont très bons dans le domaine, vous savez très bien ce que je vais vous dire. On est en train d'enlever une partie des capitaux propres de l'entreprise. Donc on est en train de lui enlever une partie. C'est pour ça que c'est un détachement de coupons. À partir de ce moment-là, quand vous faites une distribution de dividendes, vous enlevez une part de l'entreprise et vous piochez dans la caisse. Alors ça provoque pas mal de problèmes divers et variés quand on distribue trop de dividendes de manière régulière. La première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la diminution de la trésorerie qui, si elle n'est pas très importante, ça peut poser un souci le moment où il y aura besoin de faire des investissements ou le moment où il y aura des problèmes économiques, où il y a des moments difficiles à passer. Ça, c'est la première chose, donc c'est quand même assez dangereux de distribuer trop de dividendes. La deuxième chose qu'il faut entendre, et c'est peut-être la plus importante, c'est que les dividendes, il faut savoir que ce n'est que la résultante, je dis bien la résultante d'un gain bénéficiaire d'une entreprise. À partir de ce moment-là, l'idée que j'ai et qui je maintiendrai mordicus après que mort s'en suive, c'est que le dividende n'est que le résultat d'un bon travail de l'entreprise. Et là, je vais rejoindre un petit peu les gens, et notamment des syndicats qui sont anti-dividendes et qui trouvent lamentable qu'on spolie l'entreprise. Quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, et c'est bien la seule fois que vous me verrez être du côté de la CGT. L'idée des dividendes, c'est quand même aujourd'hui, très simplement, de dire on va prendre de l'argent, on va le donner aux actionnaires. Sauf que aujourd'hui, une entreprise, c'est plutôt des projets, des développements, des marchés à prendre, etc. Et on interdit l'entreprise de le faire parce qu'on va donner de l'argent à des actionnaires. Moi, je suis beaucoup plus partisan, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une spécifique sur les dividendes, dites-le moi et je vous en ferai une particulière où j'isolerai le problème et j'irai beaucoup plus dans le détail. Mais l'idée, pour moi, ce serait plutôt de faire du rachat d'actions. C'est beaucoup plus intéressant pour les actionnaires restants. Ça leur permet de gagner des parts dans l'entreprise par la diminution du flottant, ce qu'on appelle le flottant sur le marché. Et ça a beaucoup plus d'impact sur le prix de l'action que le dividende qui est transmis aux actionnaires et qui parfois même souvent, est pas du tout utilisé à réinvestir.
Il faut savoir que quand vous avez un dividende distribué, ce n'est que le résultat, donc ce que je vous disais, d'un processus d'exploitation qui a bien fonctionné, et c'est juste une rémunération, une façon de donner du bénéfice aux actionnaires. La deuxième façon de faire, c'est l'augmentation des cours. Donc dans les deux cas, de toute façon, si vous distribuez, vous ne distribuez pas. L'action, si l'entreprise a vraiment une qualité qui fait qu'elle va monter en bénéfice, qu'elle va monter en activité, qu'elle va monter dans ses projets, eh bien vous avez un patrimoine, votre patrimoine qui va progresser. Et il n'y a pas plus d'intérêt que ça. C'est est-ce que mon patrimoine grandit? Est-ce que c'est à travers des dividendes ou est-ce que c'est à travers l'augmentation du cours de l'action? À vrai dire, c'est tout simplement, je dirais, dans tous les cas, c'est ça que nous recherchons. Et c'est pour ça que les dividendes sont un piège et qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous racontent qu'il faut acheter des valeurs à dividendes, point barre, avec des histoires d'aristocratique, enfin des machins un peu bizarres. C'était inventé il y a peu de temps, voilà. J'adore le marketing, comment ils peuvent inventer des choses assez formidables pour vous expliquer tout simplement qu'il y a un dividende qui monte. Sauf qu'il a aucun intérêt si vous le rapportez pas au rendement et à qu'est-ce qu'il apporte à l'actionnaire de manière globale en termes de patrimoine. En termes de patrimoine, à vrai dire, c'est le patrimoine qui compte. C'est l'évolution de votre patrimoine. Et vous avez, notamment sur les graphiques, la possibilité de le voir. Très simplement, et en synthétisant la partie dividendaire et la partie, je dirais, prix de l'action. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que c'est d'une simplicité absolue, à partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne. Et si vous voulez bien, on va aller sur le logiciel Pro Realtime, et on va aller voir un petit peu comment on peut faire. Donc la première des choses à faire sur Pro Realtime, c'est d'aller dans le réglage de la plateforme, et c'est ici à réglage, et vous allez à plateforme, c'est tout bête, et vous allez dans plateforme graphique. Et vous découvrez un ensemble de paramétrages divers et variés, et vous en avez un qui concerne les dividendes pour les actions. Donc, et vous avez souvent les deux coches qui sont mises en place. Ce que je vous invite à faire, c'est enlever l'ajustement historique, on verra ça après, comment on peut le remettre dans le graphique, et surtout ce qu'il faut vérifier, c'est que vous avez bien l'affichage des icônes sur les graphiques. Donc là, on a déjà la coche, mais si vous décochez, vous les enlevez. Si vous les recochez, vous les ajoutez, et on en aura besoin pour regarder, pour animer notre émission, et puis pour regarder très rapidement ce que je veux vous dire. Voilà, on a terminé notre paramétrage, on est sur une action, on est en unité de temps mensuelle, on est sur Bouygues pour l'exemple, et nous avons les petits icônes qu'on aperçoit un peu partout dans le graphique, et si vous couchez dessus, vous avez la possibilité de rajouter les dividendes dans le cours de l'action, mais je vais m'expliquer un peu plus sur le sujet. Donc vous cochez et vous avez un changement de variation de l'action selon que vous ayez rajouté ou pas les dividendes. Alors le prix au moment où on parle, il est toujours le même, il est à 32,28 là. Si vous enlevez, il est aussi ici à 32,28. Donc l'idée de comprendre ce que je viens de faire, c'est que vous avez dans un cas les prix affichés. Alors écoutez bien et prenez note de ce que je dis. Vous avez, quand vous avez décoché l'ajustement, ce qu'on appelle l'ajustement au dividende, vous avez les prix sur l'ensemble de l'histoire de la valeur. Donc là, on a jusqu'à 1992. Vous avez les prix à n'importe quel moment de l'action. C'est le prix affiché de l'action. Donc actuellement, je vous disais à peu près 32 euros. Donc si vous aviez acheté, je ne sais pas, par exemple ici en novembre 2012, cette valeur, vous l'auriez acheté autour de 18,70 €, et c'est bien le prix que vous l'avez acheté, c'est le PRU, le prix d'achat. Et puis ensuite, vous avez l'évolution de la société qui fait qu'actuellement on est à 32, c'est très bien, vous auriez fait x2 en une dizaine d'années. Mais se rajoutent les dividendes. Alors, je vous le dis tout de suite, cette courbe que vous avez, c'est une courbe qui a une obligation, enfin, il y a quand même une chose à retenir, c'est que c'est en intégrant le fait que vous avez réinvesti tous les dividendes dans l'action. Donc, vous avez touché des dividendes et vous remettez automatiquement dans l'action, donc vous les prélevez pas. Donc ça, il faut considérer ça comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que la variation a fortement changé, mais on va revenir dessus. Ce qui est à retenir, c'est que le prix qui était de 18 est devenu 10 visiblement dans votre graphe. Donc ceux qui gardent l'ajustement dividende sont totalement pas du tout dans la vérité du prix de l'action, je dirais sur une longue période, parce que c'était 18 et ici c'est 10. À vrai dire, on a soustrait les dividendes touchés depuis.
Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation où ce qu'il faut retenir, c'est que ce graphe n'est pas la valorisation de l'action en termes de prix de l'action, mais en valeur patrimoniale. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ce que vous avez gagné. À vrai dire, vous êtes autour de 10, actuellement vous êtes autour de 32. Ça veut dire que ici, vous avez triplé votre patrimoine si vous avez respecté le fait de réinvestir vos dividendes. Et c'est tout. Alors, c'est simplement ça. Ce qui veut vous dire, dire pour vous, c'est que j'avais, je sais pas, par exemple, mis 10 000 euros en tout sur l'action, vous en avez actuellement 32 000. Si je décoche, on voit bien que la situation de l'action actuellement, qui est plutôt sur très longue période, sentiment d'être baissière, alors on va dire il y a une oblique, hein, tout simplement, mais on verra l'analyse technique dans la partie suivante de la vidéo. Vous dites, bah, j'ai celui qui a acheté 94 ici, il est à 32, waouh, il a souffert. À vrai dire, si vous réintégrez les dividendes et qu'il les a réinvestis dans l'action, il est à peu près écuit. Alors, on n'est pas très fier de dire qu'il a en 23 ans, il a pas gagné un sou, hein, parce qu'il y a l'inflation qui passe au milieu. Mais si vous êtes acheteur, évidemment, plutôt des bas de marché sur cette société-là, vous avez plutôt des gains très intéressants. Je prends celui-ci au hasard, on est à 6, on arrive à 32, ça fait x5. Voilà. Et ça, c'est la valeur patrimoniale. Donc, ce n'est pas la valeur de l'action, c'est la valeur patrimoniale en intégrant les dividendes. Et vous allez voir que pendant toute cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous cliquez et décliquez, s'il y a un mouvement important du graphe sur une unité de temps assez longue. Et là, nous sommes en mensuel et c'est vraiment la seule unité de temps qui compte sur le sujet. Bouygues est plutôt haussier sur très longue période avec évidemment un plafond de verre à ce niveau-là ici au niveau patrimonial et pas au niveau du prix qui est très intéressant. Et on le retrouvera dans le graphique ici d'une autre manière sur un biseau qu'on appelle descendant. Cette société-là, il faut intégrer la stratégie dividende dans votre analyse long terme parce que le graphe bouge beaucoup. Et il a inversé la tendance globale de la valeur. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt neutre à tendance haussière, où avant, on était plutôt baissier sur longue période. Et celui qui a acheté ici, vous vous dites, il a perdu 2/3 de son capital. C'est pas vrai, avec les dividendes, il a gagné. On va regarder vite fait une action qui, elle, n'a pas d'intérêt, dans le même esprit de ce que je viens de vous dire. Enfin, j'en prends une au hasard. Voici Carrefour, elle est baissière, on est bien d'accord. On a à peu près la même situation, peut-être de biseau, avec peut-être l'envie de remonter. Ça, c'est l'analyse fondamentale qui dira si ça va remonter. Mais patrimonialement, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Ça veut dire celui qui a acheté tout en haut, celui qui a acheté ici, celui qui a acheté ici, dans les deux cas, il est perdant. Alors, il est un peu moins perdant, évidemment, si vous réintégrez les dividendes, mais il est perdant, c'est-à-dire qu'il a perdu de la valeur. Cette entreprise ne crée pas de valeur. Et c'est tout simplement ce sur quoi je veux que vous compreniez, c'est que c'est la création de valeur qui est importante. Allez, on va aller voir vite fait un graphique haussier pour voir la différence. Et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Voici un graphique qui est ultra haussier sans les dividendes. Si vous rajoutez les dividendes, il est ultra haussier. Ça ne change rien à votre arbitrage. La création de valeur de l'entreprise n'est pas à travers les dividendes, elle est essentiellement à travers le prix de l'action et vous le voyez immédiatement. Si vous réintégrez les dividendes, ça fait une petite cerise sur le gâteau, je répète. Et je vous le dirai souvent dans l'émission, la petite cerise sur le gâteau, ce n'est pas ce qui vous fait décider d'investir. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui sont particulièrement gênants. Voilà ce qui fait que une société qui monte, je dirais dans les deux cas, n'a pas d'intérêt dividendaire, quoi qu'il arrive, et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a très peu de dossiers concernés. Donc pour résumer, tout simplement, vous avez des valeurs qui sont parfaitement intéressantes et qui ont un mouvement graphique qui fait que si c'est baissier sans les dividendes et puis que ça se retourne avec les dividendes, ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer ça. Si vous l'avez pas, faut pas le considérer. Je vous le dis aussi quand même, c'est pas parce qu'un dossier est baissier au niveau dividende ou sans avec ou sans dividende qu'il faut dire c'est peut-être la braderie. Il faut aller voir ce qui se passe. Moi je pense à un dossier que vous allez voir dans la vidéo qui est vraiment une catastrophe et il faut bien comprendre que c'est pas ça qui va vous faire changer d'avis sur ce qui se passe dans l'entreprise. Les gens sont souvent acheteurs de valeurs à dividendes comme si c'était de l'immobilier. Immobilier égale immobile. Nous sommes dans des valeurs mobilières. Et des valeurs mobilières, c'est mobile. Et vous avez des incidents, de graves phénomènes qui peuvent se passer. Alors, on va pas revenir sur tous les cas, mais il y en a un en France qui s'est passé, qui s'appelle Orpea. Je peux vous certifier que si vous n'avez pas compris que le dossier était mort, vous avez tout perdu, malgré des dividendes qui étaient peut-être intéressants à un moment donné. Donc, il faut rester collé aux actions. Et même dans le cas où je suis investi sur long terme, je suis désolé de vous le dire, mais il faut rester dynamique, d'où ce que je dis très souvent, je suis partisan de l'investissement dynamique où on reste dynamique sur nos valeurs.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à travers ça. Et maintenant, on va attaquer la suite de l'émission qui va vous permettre de voir ces valeurs, ces entreprises qui créent de la vraie valeur. La création de valeur, c'est un graphe qui monte avec les dividendes et souvent aussi sans les dividendes. Et pour le reste, il y a pas d'intérêt. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo beaucoup plus précise et beaucoup plus construite sur les dividendes de telle manière à ce que vous compreniez bien tout le phénomène de dividendes. Et vous aurez la possibilité de le faire sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter l'action. Puis d'ailleurs, je un petit passage vite fait, si vous pouvez mettre des petits pouces, ce serait super sympa. Ça aide ça aide la chaîne à progresser. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Alors évidemment, CAC 40 est beaucoup plus long que l'AEX et le Belvin, mais l'idée c'était aussi de vous laisser des vidéos intéressantes pendant les vacances. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis juste après. À juste après. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Alors on commence par une valeur qui est un petit peu particulière sur la cote parisienne qui est Air Liquide. Alors particulière pour une raison que je vais vous expliquer. Bon, globalement c'est une valeur haussière, on est sur des bougies mensuelles, donc on est sur une longue période puisque là vous apercevez à peu près une trentaine d'années de cotation. Alors la particularité d'Air Liquide, c'est de permettre aux gens de toucher des actions gratuites régulièrement. Mais pour cela, il faut que vous soyez actionnaire au nominatif. Donc c'est une procédure que je ne vais pas expliquer là, mais qui vous regarderez sur internet. Mais il faut acheter et être nominativement actionnaire de Air Liquide pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'action. J'ai envie de vous dire, dans le cadre où vous ne voulez pas le faire ou que vous ne le faites pas, il n'y a pas d'intérêt à acheter du Air Liquide. Alors c'est pas le moment, à mon goût personnel, de rentrer investisseur long terme sur Air Liquide, mais respectez cette procédure-là si vous voulez le faire, pour pouvoir vraiment bénéficier de l'ensemble de l'intérêt de cette action qui est ces fameuses actions gratuites distribuées régulièrement par la société. Maintenant, si on s'en réfère au graphique, évidemment c'est une société qui monte tout le temps, donc il est intéressant d'être investisseur, même si le niveau de prix actuel n'est pas celui que je trouve le meilleur, ça serait de revenir, en tout cas ici sur ce graphe, revenir sur cet oblique ici que je vous ai tracé. Mais nous avions un couloir très long terme ici qui était impacté régulièrement, alors je vous agrandis pour que vous voyez bien, on a des impacts très réguliers, ça a été cassé ici, et puis renvoyé violemment pour toucher un niveau bas, au niveau de marché, au niveau bas du marché qui était autour d'octobre, et on est remonté et on a recassé à nouveau ce niveau-là. Donc je vous l'ai mis en pointillé. Est-ce qu'il est vraiment pertinent d'acheter dessus? Pour l'instant, ça serait le cas, mais est-ce qu'il va tenir longtemps? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas ici que je suis acheteur, moi, de manière fondamentale. On va aller voir en hebdomadaire ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Voici un petit peu plus de choses intéressantes, et notamment ce niveau de support que je vous réécris ici, qui est autour de 153. On est actuellement à 159 au moment où j'enregistre la vidéo. Et pour moi, des replis importants sont des moments d'achat sur le dossier pour optimiser d'une chose votre niveau de prix, le PRU, le prix de revient unitaire, mais aussi si vous êtes dans une idée dividendaire, écoutez d'augmenter un petit peu le rendement.
Le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la division du dividende distribué par le cours de l'action. Évidemment, si vous achetez une action 100 euros ou 10 euros et qu'elle vous donne 1, dans un cas vous avez 10%, dans l'autre cas vous avez 1% de rendement. Vous devinez bien que c'est plus intéressant d'avoir des rendements à 10% que des rendements à 1%. Donc là, je suis assez simpliste dans l'explication, mais voilà comment je vois les choses. À vrai dire, autour de 159 euros, c'est vraiment, pour les stratégies même long terme, je trouve ça une hérésie d'acheter ici dans ce sens-là. Alors si je répète, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, chacun fait ce qu'il veut de son argent. En tout cas, voilà, moi je trouve que sur cet oblique-là, qui est encore pas tout à fait validé, puisque j'ai que 2 points de contact autour de 85 ici, autour de 116, si on revenait à la chatouiller à un moment donné, ce serait peut-être des points intéressants d'entrée pour du long terme, avec un niveau de prix un peu plus attrayant que le niveau de 160. Ici, là où je pointe, là, on est au niveau de 130. 130 euros, c'est quand même un petit peu moins cher à ce niveau-là, et ça augmente vos rendements futur. Alors évidemment, c'est si la société continue à aller bien, tout est en fonction des news que je donne qui sont données par les entreprises. Ça peut être invalidé dès demain matin par par une nouvelle qui serait mauvaise pour la société. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Sur le dossier Air Liquide, qui est vraiment un petit dossier un peu à part, un beau dossier à part sur la côte parisienne, mais qui est vraiment une belle entreprise. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas pourquoi c'est un dossier qui s'effondrerait en bourse. Et Dieu sait qu'il y en a qui étaient jolis et qui s'effondrent, et il faut savoir s'en aller. On va en voir quelques-uns sur cette vidéo. On va enchaîner avec une valeur que j'apprécie moyennement, moi personnellement, mais qui est par contre fondamentalement très intéressante, c'est Airbus. Voilà, niveau mensuel, le niveau de prix d'Airbus depuis le début du siècle, et on a une valeur qui est fortement haussière, avec évidemment un effondrement pendant le krach du Covid que l'on aperçoit ici, et qui évidemment était tout en bas. Fallait-il être capable de l'acheter en bas, mais autour de 50 euros, c'était le point d'entrée intéressant sur Airbus de manière fondamentale. Alors, je vous dis quand même, des dossiers qui montent comme ça tout le temps, c'est bien gentil, mais je vais vous prendre pour preuve juste une valeur qui est juste le concurrent d'Airbus, qui est Boeing, elle est cotée aux États-Unis, mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui s'est passé sur ce dossier-là, qui est une formidable entreprise, mais qui a eu un gros problème sur un de ses avions, et ça peut arriver à une autre société sur un de ses produits, et ça peut arriver à Airbus. Faut savoir que Boeing a divisé par 4. Alors vous pouvez me dire, oui, ça fait 2 ou 3% de dividendes, ça a aucun intérêt, qu'on soit clair. Donc c'est bien le suivi des valeurs, le suivi des actions qui fait que vous avez des points d'entrée intéressants sur des moments, notamment sur Airbus, sur un moment de crise comme il y a eu avec le Covid. Il y en aura peut-être un autre sur un autre sujet, qui font que là, ça devient intéressant pour des stratégies dividendes ou des stratégies long terme sur des sociétés comme ça. Si vous intégrez les dividendes, vous cliquez sur les petits icônes, vous cliquez ici, clic gauche comme il vous dit, pour activer l'ajustement des dividendes. Et vous avez un changement, vous avez vu le graphe qui a bougé légèrement. Je recommence. Là, je l'enlève. Ici, je le rajoute. Ici, vous avez intégré les dividendes. Vous avez assez peu de variations du graphe sur longue période. Ça veut dire que Airbus n'a aucun intérêt à être acheté pour ses dividendes. Ce n'est pas la stratégie qu'il faut avoir. Nous sommes sur de la création de valeur autre que les dividendes, et c'est bien le cours de bourse qui va activer votre intérêt pour le dossier, et en aucun cas les dividendes sur ce dossier. Il y en aura beaucoup sur le CAC 40 qu'on va faire aujourd'hui, mais je vous le dis tout de suite, il y en aura aussi quelques-uns, puisqu'il y en a beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas tous les dossiers, il y a quelques dossiers qui sont vraiment intéressants au niveau de la stratégie dividendaire, et vous allez voir que ça, c'est simple, et que ça vous permet d'arbitrer très facilement si vous êtes acheteur pour des raisons dividendes sur certaines valeurs. Vous verrez qu'il y a des dossiers très intéressants, et je vais même me renier sur certains où ça m'empêche pas de pas aimer le dossier, mais où je vais vous dire c'est plutôt pas mal. Donc sur Airbus, il n'y a pas d'intérêt, puisque le graphique, je remets sans les dividendes réinvestis. Il faut conserver cette notion graphique, c'est celle-ci qu'il faut privilégier pour les analyses. Donc voilà, on avait un niveau de prix, le niveau historique ici, il est tapé pour la deuxième fois par le dossier. On a une oblique ici qui est super intéressante sur Airbus, qui est toujours bien maintenue. J'espère qu'elle tiendra encore longtemps pour vous, si vous êtes investi. Si vous voulez acheter en bas, c'est des points d'entrée long terme qu'il faut évidemment conserver. Pour celui qui s'intéresserait à long terme sur Airbus, c'est pas du tout le bon moment. C'est vraiment si ça cassait le niveau historique là, historiquement haut de 239. Mais il faudrait aussi se sauver si ça casse cette oblique vers le bas. Je ne sais pas, mais bon, je trouve que les marchés en ce moment, en début août, sont un peu hauts, et on a des signaux qui nous font dire qu'il y a peut-être besoin que ça respire.
On verra bien. Allez, on va enchaîner avec Alstom, une valeur qui est dans une situation très différente, mais qui n'est pas inintéressante pour autant, à mon avis. Voilà, je vous mets Alstom sur une longue période, histoire que vous compreniez bien. On va mettre les dividendes, tiens, on va voir si les dividendes sont influents sur le graphe. Pas du tout, il n'y a rien. On revient, ça n'intéresse personne. Les dividendes, sur ce dossier-là, n'ont aucun intérêt. Voilà, donc on a une valeur qui... alors je vous le mets comme il faut. Il y a une oblique ici qui, à mon avis, va être intéressante et importante pour le très long terme sur Alstom. Alors, je vous dis fondamentalement, c'est pas fan, je suis pas encore fan de Alstom, mais je trouve que c'est intéressant parce que on est dans une situation où Alstom est un peu la croisée des chemins et je pense qu'elle prend les bons chemins. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Je rappelle que je donne aucun conseil. Ce ne sont que mes avis personnels et ils sont parfaitement critiquables tant que c'est pas dit avec méchanceté. Voilà. Donc ensuite. Ici, vous avez un niveau qui est travaillé en ce moment. On va agrandir pour le voir. À plusieurs fois, on a été refoulé par le graphe, mais il se trouve que quand on se met en hebdomadaire, on va commencer à se rendre compte que c'est peut-être pas inintéressant de surveiller ça de plus près. Voilà, moi je trouve que c'est une belle figure de retournement qui est en train de se mettre en place sur Alstom de manière long terme, donc on verra bien si j'ai raison. Mais ce qui est assez sympathique, c'est qu'on voit les niveaux tout de suite. On a une petite oblique qui va peut-être devenir intéressante dans les semaines qui viennent, puisqu'on a 2 points de contact, mais pourquoi pas un troisième, ce qui nous permettrait d'avoir un achat un peu moins cher pour ceux qui sont long terme et qui y croient à fond. Pour moi, ça me paraît encore prématuré, mais il faut vraiment regarder le dossier. Et si on casse évidemment ce niveau de 28, on va dire 27-28, là par contre, on pourrait avoir une accélération très intéressante vers notre fameuse oblique qui est beaucoup plus haut, puisqu'elle est autour de 40 euros. Ça, c'est l'analyse fondamentale sur Alstom, mais je trouve que le dossier est à regarder, je trouve qu'il a un comportement graphique et fondamentalement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à entendre. Les chiffres sont pas encore là, donc attention, méfiance, c'est prématuré encore de dire que c'est un super dossier, mais on pourrait avoir un retournement sur le dossier dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà. Allez, on va enchaîner sur une valeur que j'aime pas du tout, mais que je vais vous présenter puisqu'elle est au CAC 40 et on fait tout le CAC 40 aujourd'hui. C'est ArcelorMittal. Voilà le graphique ArcelorMittal sur longue période. Alors lui, par contre, il est super facile à lire. Vous avez un niveau de 31 euros qui est ici et qui est combattu depuis très longtemps et qui fait que c'est vraiment, ça fait 10 ans qu'on est là. Franchement, bah voilà, on a toutes les réponses à nos questions au niveau graphique, même si je n'aime pas pour des raisons plutôt de secteur, puisque c'est une société qui dépend des matières premières, qui est très liée à l'acier, et personnellement je n'aime pas les valeurs qui sont liées aux matières premières de manière fondamentale. Ça m'arrive d'en trader parfois, mais globalement je suis pas fan de ça. Je suis beaucoup plus intéressé par d'autres types de valeurs dans ma stratégie que j'enseigne à mes élèves. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc je trouve qu'il y a une oblique qui est travaillé de manière assez sympathique sur ArcelorMittal. Je vous fais même pas le laïus sur les dividendes, ça n'a aucun intérêt sur ce dossier-là, de la même manière que je vous ai fait voir sur le dossier précédent. En hebdomadaire, alors, qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire ? On retrouve notre yoyotement entre le niveau de 6-7, alors attention, ça bouge beaucoup, ça descend à 6, ça remonte à 32, donc il y a du swing à faire, qui est assez intéressant, mais ça garde un niveau de prix depuis un moment qui est assez sympathique. Je dirais que la barrière des 20 euros, hop, j'agrandis. Si la barrière des 20 euros, c'est une barrière assez importante, je dirais que tant que le dossier reste au-dessus de 20, on est plutôt haussier, avec peut-être un jour une cassure de ce fameux niveau de 31-32. C'est pas interdit. Voilà. Donc je vous ai mis quand même une oblique. La même oblique que tout à l'heure que je vous voyais en mensuel, on la retrouve ici, elle est vraiment propre, elle a plein de points d'impact là, maintenant, ici. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être à travailler. Et puis vous avez aussi une petite oblique que je vous ai mis ici pour vous intéresser à ça. Tiens, j'en trouve une autre, je vous la mets tout de suite. Celle-ci, voilà, que je viens de vous installer, elle est un impact ici, presque là. On vient ici, allez je la double pour une petite zone de résistance. Si ça cassait ça pourrait être intéressant pour aller réaccélérer et retrouver les niveaux les plus hauts, mais c'est pas gagné. Voilà, donc pour ArcelorMittal, un dossier que je vous disais, j'apprécie pas pour les raisons que je vous ai expliquées. On va enchaîner tout de suite avec un dossier sur lequel on va avoir beaucoup d'enseignements sur les dividendes. C'est AXA. Alors voilà AXA sur une période assez longue d'une 30aine d'années, et on voit que c'est plutôt neutre en termes de prix. Donc ça c'est le prix payé à chaque moment de la vie d'AXA, mais ceux qui touchent les dividendes évidemment n'ont pas la même valeur patrimoniale dans leur portefeuille, surtout si vous avez réinvesti les dividendes. Il faut absolument, dans ce que je vais vous faire voir juste après, avoir tout réinvesti de manière systématique sur la valeur. Donc
Qu'on soit très clair, c'est souvent pas le cas de la part des particuliers, mais c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la courbe que je vais vous présenter. Mais surtout, regardez bien ce que je vais vous faire, et puis habituez-vous, tout au long de la vidéo, je vais vous faire le petit truc pour vous faire voir que ce dossier-là est intéressant pour des raisons dividendaires ou ne l'est pas. Et ce qui fait qu'on change notre avis. Mais c'est assez rare, enfin en tout cas c'est assez peu fréquent que l'on s'intéresse à une valeur pour des raisons de dividendes. On clique dessus et on obtient ça. Alors je reviens en arrière pour que vous regardiez bien. Voici le graphe avant. Donc on a des points ici en 2000 autour de 42. C'est bien le prix payé. Ici au niveau de 2007 au niveau de 34. Et actuellement on a tapé dans 29. Et ça fait qu'on est en train de baisser finalement. Quand on regarde bien sur longue période sur le sujet. Mais si vous cliquez ici, ça s'inverse. Et donc là, AXA devient un dossier qui est intéressant pour une stratégie patrimoniale avec dividende. Et c'est le premier dossier sur lequel je vous parle. Et les autres, c'est pas intéressant. Voilà, regardez bien. On recommence. Celui qui a acheté à ce niveau-là, alors le prix n'est plus le même puisqu'il est affiché à 14, mais vous n'avez pas payé 14, vous avez bien payé 34 au moment de 2007. Bon, en même temps, 2007-2008, il est peut-être intelligent de se poser les bonnes questions sur le niveau de prix des choses, mais admettons que vous ayez acheté ça, vous avez réintégré vos dividendes, comme je vous disais, et bien vous êtes actuellement à peu près 2 fois plus, c'est-à-dire que votre patrimoine a doublé en ayant acheté AXA au plus haut en 2007. Et donc ça devient un dossier intéressant au niveau dividendaire. Moi, c'est pas des dossiers qui m'intéressent pour d'autres raisons, notamment pour la notion de volatilité sur des périodes plus courtes. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui veut faire du dividende, bah, vous avez une astuce toute bête, mais vraiment toute bête, pour pouvoir dire je suis acheteur plutôt de ce dossier-là pour ces raisons-là, et je ne suis pas acheteur de ce dossier-là pour les mêmes raisons que je vous présente sur cette vidéo. Donc, AXA, c'est une belle mémère, elle distribue pas mal de dividendes et elle permet de créer de la valeur. La valeur de AXA sur cette période de temps, elle a été de c'est pas cher au niveau de 3 et on est à 27. Il y a quand même un ratio de 10 là, en réintégrant les dividendes. Donc c'est vraiment un superbe dossier en intégrant la stratégie des dividendes et en réachetant des valeurs avec les dividendes distribués. C'est pour ça que c'est très surprenant de ma part que vous entendiez ça, mais à vrai dire c'est parce que on est bien dans une notion de gens à très long terme. Est-ce qu'on est acheteur sur les niveaux de 27 quand on reprend le graphe ici, c'est-à-dire sans les dividendes intégrés? La réponse elle est non. Donc c'est assez aberrant, mais oui, mais parce que tout simplement, déjà au niveau du rendement, comme je vous le disais, le prix de 27 c'est pas le plus intéressant. Ce qui serait bien, c'est que ça revienne se frotter à des niveaux autour de 16. Votre rendement serait le double. Et un rendement, c'est quand même votre loyer, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent des actions comme des loyers. Maintenant, je vous le dis, ce niveau-là, et c'est valable pour toute la vidéo, c'est à condition que l'entreprise soit toujours aussi costaud. Il peut y avoir une catastrophe sur la société qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où à 16, ça n'est pas intéressant et ça ira casser, il ira plus bas. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas, on n'est pas gaga devant AXA, mais si vous suivez bien les actions de manière dynamique, vous pouvez avoir une stratégie de dividende intéressante et qui paiera à long terme. Moi je vous le dis quand même, hein, quand on est sur des stratégies là actuellement sur un truc autour de 30 ans, je vous le dis quand même, celui qui a 20 ans, ça veut dire qu'il va gagner cet argent, il aura gagné au bout d'une trentaine d'années. Je pense qu'il y a autre chose à faire dans sa vie. Je pense qu'il y a des stratégies beaucoup plus fortes, mais c'est le sujet d'aujourd'hui, donc on va continuer sur cette façon de présenter les choses. Voilà, donc graphiquement, j'espère que vous avez compris. Je vais en faire d'autres, vous allez voir tout au long de la vidéo, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez complètement compétent pour dire cette valeur dividendaire est intéressante ou ne l'est pas. Eh bien, AXA, je vous le dis, c'est plutôt sympa au niveau des dividendes et au niveau graphique, c'est un peu moins sympa pour l'instant. Allez, on va aller voir ça en hebdomadaire. Voilà, donc moi ce que je vous ai mis sur AXA, c'est qu'il y a une oblique ici. Hop, je vous la mets un peu plus grande. Elle est ici. Tant que vous êtes au-dessus, c'est plutôt haussier. Mais comme vous avez compris, ça bloque au niveau de 30 € et ça bloque depuis un bon moment et on verra bien ce que ça donne. Mais ça fait un petit moment que ça tient plutôt assez haut et ça retombe pas. Voilà. Allez, on enchaîne sur un autre dossier qui va nous intéresser au niveau dividende et que je comprends très très mal au niveau fondamental, c'est BNP Paribas. Voilà, niveau de BNP Paribas qui est super simple et super intéressant à regarder puisque ça fait 25 ans qu'on oscille entre 25 et on va dire 65-67 € pour l'action Paribas en termes de prix payé. Si vous intégrez les dividendes et le rendement dividendaire, là vous allez voir que ça change énormément. Le petit clic ici et on voit que le graphique est plutôt haussier long terme de manière très intéressante
Et vous voyez bien que si vous êtes acheteur dans les stress de marché, vous avez en plus un prix sympa qui vous permet d'obtenir des prix d'achat qui seront en plus très bien rémunérés au niveau dividendaire, puisque BNP en plus paye des dividendes assez importants. Vous verrez qu'il y a des dossiers sur lesquels on ne s'intéresse pas malgré des dividendes assez importants. Ainsi, BNP, on est sur, imaginez que vous ayez acheté autour de 2008 ou ici autour de 2011, ça c'était la crise de l'euro. Ça vaut, alors c'est pas le prix payé, on est bien d'accord, c'est le prix avec le réajustement des dividendes, c'est un niveau de 14 sur ce graphique, on est à, je dirais même ici, on est à 11-12, ça fait 1 x 6. Quand même beaucoup plus intéressant. Et là, par contre, je vous le dis, hein, vous faites du Warren Buffett là. Hein, vous êtes acheteur et puis vous avez gagné, vous avez acheté et puis vous êtes resté et vous resterez longtemps. Il y aura d'autres opportunités un jour, peut-être sur un dossier, sur un stress de marché, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va aller voir un petit peu plus au niveau hebdomadaire, mais pour ça, il faut revenir dans la situation sans les dividendes. Tout ça, c'est les prix payés. Et c'est quand même le plus important quand on est en train de passer à l'achat sur une valeur. Voilà le graphe hebdomadaire de notre action bancaire. Alors je vous le dis tout de suite, hein, fondamentalement, je ne sais pas traiter le fondamental d'une bancaire. Il y a très peu de gens qui savent le faire, donc moi je m'abstiens, je sais pas faire, je fais pas. Et je vous cache pas que ceux qui le font, soit c'est des super spécialistes, soit c'est des aventuriers de l'analyse fondamentale, parce que sincèrement c'est très compliqué à comprendre. Le niveau de prix qui a été travaillé à plusieurs reprises ici, c'est 54. Le stress bancaire qu'il y a eu au printemps, il est ici. C'est revenu quasiment sur notre oblique et puis c'est reparti comme un 22. Donc voilà, c'est assez costaud. Mais comme vous l'avez vu sur une unité de temps plus longue, ici le niveau de 66-67 est vraiment angulaire. Ce serait bien que ça y revienne et puis que ça travaille longtemps pour le casser. Ça permettrait d'avoir des points d'entrée alors chers, mais où ça voudrait dire que j'irais un peu plus cher. Mais vous allez voir qu'il y a un dossier qui me plaît beaucoup. Et qui concatène un niveau de prix intéressant et des dividendes intéressants, ça va venir juste après. Mais pour l'instant, je trouve que BNP Paribas, c'est sur repli potentiel. Alors, il y a le niveau de 48, il y a le niveau de 40, et vraiment sur un grand stress, on a le niveau de 25. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de grand drame à arriver sur le monde, en tout cas pas au moment où je vous parle. Allez, on enchaîne sur Bouygues, sur laquelle on va avoir un avis très différent de ce que je viens de vous dire, puisque c'est peut-être la valeur dans cette vidéo qui sera peut-être la plus intéressante dans le futur. Voilà, donc graphiquement c'est magnifique. Bouygues, on voit l'oblique rouge ici qui est travaillé de manière de plus en plus régulière. Alors attention, on est sur des années, hein, on est sur des bâtonnets mensuels, mais elle est travaillée, elle est baissière toujours cette valeur. Mais pour moi, il n'est pas impossible que nous soyons dans un retournement de marché sur Bouygues qui soit dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, etc. Je dirais que c'est peut-être dans la vidéo, vous verrez à la fin s'il y en a d'autres, mais en tout cas dans cette partie de la vidéo, je peux vous certifier que c'est peut-être elle qu'il faut s'intéresser le plus dans les mois qui arrivent. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que graphiquement c'est magnifique, et si on réintègre les dividendes comme on s'est dit, vous avez vu, hein, cette petite astuce super simple, est-ce qu'on a un graphe différent? Oui. Je recommence, je reclique. On est baissier sur ce qu'on appelle un biseau descendant absolument clair, et quand vous mettez le niveau des dividendes, vous vous retrouvez dans une situation où on est sur un dossier qui est en train de travailler un niveau de prix ici qui est super intéressant. Graphiquement, je ne vais pas vous mettre d'oblique ou quoi que ce soit, mais on voit bien là que le niveau de 33, là, ici, il est clairement bossé d'une manière phénoménale. Je rappelle que les prix ici ne sont pas les bons, puisque là, c'est un réajustement avec les dividendes. On désactive pour voir les prix payés au fur et à mesure du temps par les actionnaires. Donc celui qui a acheté ici, en 2000, au plus haut du marché sur Bouygues à 32 €, il a toujours le même prix, il a une valeur patrimoniale qui est équivalente avec les dividendes intégrés. Donc il n'a pas perdu d'argent, mais il n'en a pas gagné. Le problème, c'est que ça fait maintenant 25 ans qu'il est investi sur Bouygues sans avoir gagné un copec. Ça va peut-être changer dans pas longtemps. Celui qui aujourd'hui est acheteur de cette valeur, c'est peut-être un petit peu différent. On va revenir sans les dividendes, puisque on voit bien que la personne qui avait acheté ici, il a acheté à 94, et que sur les 25 ans, il a touché assez de dividendes pour finalement être patrimonialement au même niveau. Ce qui est intéressant, c'est que ici, si vous êtes acheteur, ça fait 25 ans que le dossier n'a pas d'intérêt. Et là, je pense qu'on peut avoir un retournement fondamental. Alors, on est sur des bougies mensuelles, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, ça peut mettre encore du temps
du temps avant de casser et peut-être envoyer le dossier plus haut. Mais pour moi, c'est graphiquement 1 fondamentalement, 2 avec les dividendes, 3 avec l'analyse graphique, peut-être le plus beau dossier actuellement que l'on ait à voir sur la cote parisienne. Et en plus, on sait où rentrer et on sait un petit peu où aussi invalider. Allez, je vous fais voir l'hebdomadaire tout de suite pour qu'on valide un petit peu les choses. Voilà, et en plus on a en hebdomadaire un niveau ici de 33 qui a été travaillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est vraiment magnifique. Alors je sais pas si j'ai raison sur mon oblique, si elle est parfaitement bonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça casse, il serait pas inintéressant de se positionner sur Bouygues et peut-être de se dire j'y suis rentré en 2023 et j'y suis depuis quelques années et je vous dis on est sur des très longues périodes sur le sujet que je traite aujourd'hui. Alors vous me direz ouais, t'en as qu'un? Bah ouais, mais je suis hyper exigeant sur les dossiers, donc voilà, on verra bien s'il y en a d'autres dans le suite de la vidéo, mais pour l'instant, en tout cas, Bouygues, ça me plaît énormément. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je rappelle que je ne donne aucun conseil sur le sujet. Allez, on va enchaîner avec un dossier que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Capgemini. Alors voilà, Capgemini sur une longue période. Alors tiens, un petit clic sur le petit icône pour les dividendes. Alors ça change évidemment en termes d'amplitude, de hausse ou de baisse, mais regardez bien, ça n'a pas d'intérêt particulier. En gros, celui qui a acheté par ici, il se retrouve à peu près à la même valeur patrimoniale. Sinon, c'est un peu plus bas, mais ça change pas vraiment vos arbitrages, donc ça n'a pas d'intérêt sur Capgemini. C'est bien la création de valeur de Capgemini qui est plus importante que la manière de distribuer cette valeur. Voilà, donc pour le mensuel, on a grandi un petit peu. Voilà, donc on a ce couloir, déjà, on avait déjà fait une analyse il y a peu de temps sur les hebdos. Et on tient toujours cette oblique sur Capgemini, on verra bien, les news sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, voilà, pas d'effondrement absolu à avoir, mais voilà, ça flirte, je trouve un peu trop avec cette oblique, donc c'est pas impossible qu'elle la casse et qu'elle aille un peu plus bas. On verra bien dans les temps futurs. Je rappelle que là, ici, on est sur du mensuel. Allez, on va aller voir vite fait l'hebdomadaire. Je vous le dis quand même, hein, Capgemini, c'est une superbe valeur aujourd'hui en France, à mon goût personnel. Alors, sinon, voilà, on est revenu sur cette oblique. On la voit parfaitement dans la semaine où on enregistre, hein, puisque on est après la clôture du 6 août. Et sinon, au niveau de notre du prix qui me paraît le plus intéressant, encore une fois, hein, pour revenir dessus, c'est 153. On est à 162 actuellement. C'est ici plutôt qui est intéressant. Et puis il y a quand même une belle opposition ici qui se présente à 190 sur ce dossier-là dans les semaines qui viennent, si ça voulait rebondir. Je vais vous mettre une autre oblique que je viens d'apercevoir à l'instant. Donc voilà, elle est ici en haut. Je vous la mets ici. Voilà, ça peut te buter aussi là-dessus, on verra bien dans le futur. Voilà pour Capgemini, hein, donc sur long terme, c'est toujours aussi haussier. On verra bien s'il y a des points d'entrée intéressants pour rentrer sur le dossier de manière beaucoup plus long terme, mais pour l'instant, bah, ça baisse, ça corrige, les news sont moyennes. Un dossier qu'on va enchaîner qui est pas du tout dans la même move, c'est Carrefour. Alors Carrefour, voilà, c'est extrêmement baissier. On va voir si les dividendes nous rattrapent. Pas du tout. Allez, merci, au revoir, bonne journée. Alors attention, par contre, graphiquement, c'est en train de se retourner peut-être de manière long terme, on verra bien. Si vous voulez bien, on a grandi, on voit bien qu'on travaille l'oblique de manière assez intéressante. Moi, je suis pas un grand fan de Carrefour, pour tout vous dire, même si, bon, il y a un patron qui a l'air de vouloir faire du bon travail, ça va peut-être marcher. Vous verrez que dans les autres émissions, sur d'autres indices, j'ai une valeur qui est beaucoup plus intéressante dans le domaine de la distribution, qui est beaucoup plus intéressante parce que tout simplement c'est pas du tout le même graphique et c'est justifié par rapport à ses fondamentaux. Donc voilà, moi pour l'instant je reste sceptique sur Carrefour. C'est vrai qu'elle ressemble, il y a une petite ressemblance quand même avec Bouygues sur son graphique. J'ai peut-être tort, voilà. Si ça casse tant mieux, c'est des points d'entrée intéressants et ça peut aller beaucoup plus haut. C'est pas extrêmement cher, c'est pas, voilà, je suis pas fan pour 1 million de raisons sur Carrefour. J'attends la grande révolution chez Carrefour. Que je ne vois pas venir, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et on verra bien si j'ai tort dans le futur. Allez, graphiquement, sur l'hebdomadaire. Alors, on a une oblique ici qui est plus ou moins intéressante. Hop, j'agrandis ici, qui peut être assez sympa. Pour l'instant, on est en train de se faire refouler. On voit que les bougies sont avec des mèches assez importantes. C'est un peu refoulé. On verra bien si dans les mois qui viennent, comment ça se passe.
Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a rien à faire. Faut attendre que ça casse ici. Et sinon, si ça revient ici, pour avoir un point d'entrée sympa, si vous y croyez. Et puis, si ça passe en dessous, c'est négatif, à mon avis, concernant Carrefour. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur le dossier français qu'est Carrefour. On va passer sur une valeur qui s'appelle Crédit Agricole, qui est très connue et qui est une bancaire. Alors les bancaires, ça distribue beaucoup d'argent, ça distribue beaucoup de dividendes, donc on achète des bancaires, on achète Crédit Agricole. Je vais peut-être vous refroidir un petit peu sur le sujet, comme quoi acheter des niveaux de dividendes, c'est pas toujours le meilleur. On clique. Et qu'est-ce que ça donne sur longue période? Eh bien, celui qui a acheté de manière patrimoniale, plus ou moins par là, s'il a acheté plus ou moins en bas, il est un peu plus gagnant. Alors c'est un peu haussier là, effectivement. Mais moi je trouve pas que ce soit extraordinaire. Quand on a vu BNP Paribas tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Crédit Agricole. Et pim, je viens de casser le moral de plein de gens qui sont actionnaires de Crédit Agricole en pensant que c'est une super valeur parce qu'elle distribue plein de dividendes. Ben non, je vous ai dit, c'est pas automatique comme certains vous le font croire. Même si là c'est haussier, si ça monte un peu, effectivement, je pense qu'il y a plus d'intérêt sur des dossiers différents graphiquement. Là on le voit très bien. Allez, on revient sans les dividendes, donc on est baissier avec une oblique intéressante qui se présente ici, qui est très puissante et qui sera à travailler autour de 12-13. On est à 11,86, donc on en est très proche. On va se mettre en hebdomadaire pour voir un petit peu s'il y a des choses sympas. Alors, effectivement c'est sympa, mais vous voyez bien que ça peut buter là. Allez, on va la mettre tout de suite. Voilà, et comme ça, on verra bien si ça passe. Si ça passe, il y a une nouvelle opposition beaucoup plus difficile ici. Il n'y a pas un grand écart entre les deux prix. Voilà, moi je suis pas fan de ces stratégies-là. Il y en a d'autres beaucoup plus intéressantes. Voilà, pour Crédit Agricole, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Vous avez compris. Je pense que ça, c'est pas vraiment une bonne valeur, même au niveau investissement long terme. Vous l'avez vu dans le graphique précédent. On va enchaîner sur Danone. Alors Danone sur une, moi j'aime pas le dossier, qu'on soit clair, mais on va voir qu'au niveau investissement très long terme, c'est pas tout à fait la même chose sur Danone. On a une société qui progresse dans son graphique sans les dividendes. Donc quand vous rajoutez les dividendes, ça va faire que accentuer la chose. Voilà, c'est plus accentué comme ça, et je dirais de manière patrimoniale, celui qui avait acheté ici, évidemment, s'il avait acheté ici, il est à plutôt 1 x 6 x 7, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant sur une très longue période quand tu es ici. Bon, moi personnellement aujourd'hui je vois pas trop l'intérêt de Danone, mais chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est intéressant et qui fait que Danone pour moi c'est pas une stratégie dividendaire spécialement intéressante, c'est que le caractère haussier de la valeur, il est haussier dans les deux cas. Donc s'il est haussier dans les deux cas, je vois pas l'intérêt d'aller faire du dividende particulièrement sur le dossier. Je dirais que c'est une valeur qui sait associer une distribution de dividendes modérée avec une création de valeur qui reste dans l'entreprise, qui permette de la développer. La question aujourd'hui, c'est fondamentalement, est-ce que je suis acheteur, je vais être schématique, mais d'une boîte qui fabrique des yaourts? Est-ce que il y a une révolution dans le yaourt à venir? J'en sais rien. Alors il n'y a pas que les yaourts, je sais qu'ils font de l'eau, etc. Bon, je suis pas fan. Il y a d'autres choses à faire dans l'alimentaire, à mon avis, sur d'autres titres, mais en tout cas pas ce dossier-là. Je suis pas fan du secteur non plus en soi-même, qui est un peu contraint par le prix des matières premières, etc., et qui subit plus qu'autre chose l'inflation, qu'il en profite. Voilà fondamentalement ce que j'en pense. Graphiquement, vous avez le couloir haussier là que je vous ai écrit. On était touché des bornes basses il y a pas longtemps, et on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes à faire. Alors, il y a une oblique ici qui avait été cassée il y a peu de temps. Alors, c'est pour ça qu'elle est verte, parce que j'attends un pullback éventuellement dessus. Ça peut être encore faisable, mais ça commence à être compliqué de le voir, ce pullback. Et il y a une oblique sur laquelle ça a bien résisté 2 fois, 3 fois même. C'est ici, ici et ici. Donc, à niveau de 61, on est à 54, on repart à la baisse. Donc, pas fan. Pas fan du tout, on verra bien. Le niveau de prix intéressant, c'est plutôt autour de 47-48, celui qui croit dans les yaourts 3.0, j'en sais rien, enfin bref, ou qui se vendent par internet ou je ne sais pas quoi, mais pour moi je vois pas de grande révolution sur le dossier, c'est pas plus intéressant que ça. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus sympathiques ailleurs concernant nos investissements. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur une valeur que j'apprécie beaucoup plus, même si en ce moment elle est un petit peu ballottée, c'est Dassault Systèmes. Alors Dassault, est-ce que c'est intéressant au niveau des dividendes? Regardez bien, on clique, il se passe rien, donc on s'en fout. Suivant.
c'est bien la création de valeur de Dassault qui est importante et c'est en aucun cas la structuration des dividendes. Alors Dassault, on a un niveau de prix qui est super intéressant, niveau 32. On a bien rebondi, on gigote plutôt dans une tendance haussière qu'on va voir en hebdomadaire un peu plus facilement. Donc ici, on voit bien cet oblique, hop, j'agrandis, ici qui est assez sympa. On est en train de décrocher et pourquoi pas revenir la chatouiller dans les semaines qui viennent. J'ai envie de dire que là, je trouve qu'il y a un niveau qui commence à travailler pas mal. C'est celui-ci là, cet oblique rouge que vous voyez. Pour lancer une vraie tendance haussière sur le dossier Dassault, il va falloir la casser. Moi, je suis assez confiant, mais je peux me tromper. On verra bien dans le futur ce que Dassault nous propose, mais je suis plutôt positif et j'aime beaucoup ce dossier-là. Voilà, donc ça c'est très simple et c'est très rapide sur ce dossier-là pour l'analyser. J'en ai déjà parlé dans les hebdomadaires. On va passer à un dossier qui est rentré il y a très peu de temps dans le CAC 40, c'est le tout dernier rentré, c'est Edenred. Voilà, donc Edenred, comme prévu, ça a buté sur l'oblique en haut tout ici et c'est en train de corriger, alors que c'est rentré au CAC 40 ici. Rappelez-vous bien qu'il est rentré autour de 62, on en reparlera, on verra ce que fait le CAC 40 parfois aux valeurs qui rentrent dedans, ça se fait parfois dézinguer et c'est pas la première fois que ça arriverait. C'est quand même assez curieux, mais enfin c'est comme ça. Ensuite, au niveau dividendaire, clic, alors clock, tout simplement ça monte dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intérêt à regarder les dividendes, c'est pas ça qui fait la création de valeur chez Edenred. Il n'y a aucun intérêt à suivre ça, il y a juste à regarder cet oblique qui est respecté plusieurs fois. Je ne souhaite pas à tous les gens qui sont investis qu'ils reviennent parce que ça serait beaucoup plus bas, mais en tout cas en termes de rendement et en termes de points d'entrée graphiques, ce serait super sympa à partir du moment où l'entreprise conserve ses fondamentaux. Je rappelle qu'elle est très exposée au Brésil, donc il faut faire attention au Brésil actuellement. Au lieu d'aller acheter des valeurs brésiliennes, faites donc, ou des ETF ou je sais pas quoi, faites donc attention à Edenred et je trouve que c'est quand même un bon compromis pour faire du Brésil tout en ayant, je dirais, une valeur française bien de chez nous, qu'on suit les news régulièrement. Voilà, donc ça c'est mon avis sur le sujet. On va regarder l'hebdomadaire rapidement. Voilà, donc là il y a clairement une oblique qui, je pense, devrait être réactive ici. Je trouve que le niveau de 55 dans la semaine ou 2 semaines qui viennent, ça serait sympa d'aller le toucher pour ceux qui veulent le faire du court terme. Il y a une oblique aussi ici qui se présente. Franchement là, ça peut être sympa, mais on verra bien. En tout cas, c'est le niveau de prix qui me paraît intéressant. Celui qui est, je dirais, investi depuis un moment. C'est un peu un point angulaire pour voir si la valeur garde son mouvement haussier qui est quand même assez impressionnant depuis plusieurs années maintenant. Allez, on enchaîne sur une valeur qui, je vais vous surprendre, mais c'est une valeur qui s'appelle Engie et on va voir que ça, c'est... on verra que l'analyse est un peu particulière sur celle-ci. Alors voici en mensuel Engie, c'est catastrophique pour celui qui voit ce graphique-là et qui se dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas acheter ça. Eh bien, je serai lui, je regarderai ça avec un œil différent en cliquant sur notre petite astuce. Tac, et là, j'agrandis un peu, là on voit que ça remonte fort et que ça est en train de casser, une sorte de grand range entre 12 et 7. Alors là, je parle de manière patrimoniale puisque j'ai réintégré les dividendes qui sont obligatoirement réinvestis pour avoir la même courbe de performance. À vrai dire, Engie est en train de rebondir, ça reste un dossier qui m'intéresse pas. Ça reste un dossier qui n'a pas d'intérêt en soi-même, puis qui est très peu volatile. Sachez quand même que celui qui a acheté tout en bas du Covid, ça vaut 8, et là ça vaut 14, donc c'est même pas doublé. C'est catastrophique. Donc pour moi, Engie, c'est pas du tout une société intéressante. Même que ce soit patrimonialement, enfin investissement, trading ou autre, ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, il faut admettre que celui qui a acheté en bas, écoute, si tu crois que ça va casser, que ça va accélérer plus fort, écoute, c'est tant mieux. C'est ce que je souhaite à cette société et à tous ses actionnaires, mais voilà, j'aime pas Engie, j'aime pas ce qui s'est passé sur cette société-là ces derniers temps, notamment avec le changement de président directeur général. Donc je reviens sur la partie sans les dividendes. Bon, on est clairement en train de travailler à un niveau super important. C'est pour ça que je suis pas fan non plus graphiquement. Donc vraiment, je suis fan de rien sur le dossier. Il faut casser ça, il faut casser le niveau de 15 là, il faut s'y installer, faut s'y installer pour pouvoir faire quelque chose. On va regarder au niveau hebdomadaire ce que ça fait. Voilà, au niveau hebdo, on a une sorte de biseau, j'aime pas trop ça, généralement c'est pas des figures qui me plaisent, il y a que le support qui m'intéresse, on est dessus, on verra si ça tient, si ça tient pas, on verra ça dans les semaines qui viennent. En tout cas, à l'heure que je vous parle, c'est pas du tout c'est pas cassé, donc voilà, il y a des gens qui ont testé, on voit qu'il y a une petite mèche, donc il y a eu de l'achat ici, on verra bien si c'est judicieux ou pas, et on voit qu'il y a, alors tiens, je vais la rajouter,
Et voilà, rajouter donc une petite résistance assez sympa qui pourrait être à 15,53. On verra bien si ça recommence la fois suivante. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec une autre société intéressante. Essilor Luxottica, on est entre le médical et le luxe, ça c'est super intéressant. Donc voilà le graphe de Essilor. Essilor Luxottica suite à la fusion avec les Italiens Luxottica. Bon bah voilà, la boîte elle est assez impressionnante, hein, y a rien à dire, on va regarder les dividendes vite fait. Là on a clairement une valeur là qui n'a aucun intérêt de faire l'arbitrage selon les dividendes, c'est bien la création de valeur qui nous intéresse sur le sujet. Et en termes de création de valeur, je vous cache pas que je trouve Essilor cher. Très cher. Alors ça a toujours été cher. Et alors, là, les gens qui font du fonda vont comprendre ce que je vais dire, mais c'est des gens qui ont raté le coche et qui auraient dû faire de l'endettement pendant le Covid avec des taux zéro. Ils auraient dû faire ça. Et ils auraient gagné beaucoup plus d'argent et le graphique aurait monté plus fort. Alors, comment on fait de l'endettement et puis pour gagner des sous, c'est très compliqué à vous expliquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a eu, pour moi, c'est des dirigeants qui on donne de la confiture au cochon sur ce sujet-là. C'est une boîte qui pourrait aller grossir beaucoup plus vite. On va regarder en hebdomadaire rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ceci étant dit, alors je dis pourquoi elle est chère. Elle est chère parce qu'ils optimisent pas du tout certaines choses dans leur bilan. Je vous dis, ils auraient endetté la boîte, ça aurait pas fait de mal du tout. C'est du n'importe quoi, à mon avis, en termes de gestion patrimoniale de la société. Ça c'est des vieux clous, ça. Et un peu de modernité, ça aurait pas fait de mal. Bon, bref, c'est comme ça. Ça monte tout le temps. Voilà, donc celui qui achète, ma foi, c'est très sympathique. Ce qui est sympa sur Essilor, c'est qu'on a effectivement la création peut-être d'une tasse. Il y a un début de anse. Il faudrait aller retoucher rapidement le 186 pour ensuite travailler le niveau et le casser. Et si vous cassez, bah, c'est une reprise de temps haussière. Moi, je trouve que c'est cher. Donc, à vrai dire, la question de cherté, c'est pas le problème. Ça peut rester cher longtemps. La question, c'est est-ce que ça peut être très cher quand c'est cher? Parce que c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. C'est devenir plus cher. Donc quand c'est cher, il faut que ça devienne très cher. J'ai envie de vous dire que j'ai des doutes. Même si on est sur un secteur d'activité qui est super intéressant, on est entre le luxe, le médical, hein, des télés. Des lunettes, voilà, avec des marques très réputées. Je crois qu'il y a Ray-Ban dans l'histoire. Enfin bon, bref, donc on a quand même un combo très intéressant sur le sujet. Le problème, c'est que moi, je les trouve vraiment très cher, donc voilà, je suis pas intéressé par le dossier. Mais c'est vrai que pour un acheteur fondamental, pour l'instant, il n'y a pas de signal. Celui qui est acheteur depuis longtemps, il n'y a aucun signal de retournement sur le dossier de manière long terme. Et je rappelle que les dividendes sur ce dossier-là sont totalement sans intérêt. Vous les encaissez, c'est très bien. Vous les réinvestissez, c'est très bien, mais ça change pas fondamentalement la structure du graphe de la boîte et donc du gain de valeur qu'elle propose à ses actionnaires. On enchaîne avec Eurofins Scientifique. Alors Eurofins Scientifique, donc je m'excuse par avance, mais je l'ai raté à l'enregistrement, donc je la fais quelques jours plus tard au montage de la vidéo. Sur les unités de temps qu'on regarde, c'est pas très important. On est sur une zone d'achat, hein, comme on voit sur Eurofins. On a baissé beaucoup parce que dans le médical a beaucoup souffert après le Covid. Hein, c'était une mode qui est passée de mode, tout simplement. Et quand ça passe de mode, généralement, l'exagération que l'on voit ici se retrouve à se faire corriger. On va regarder vite fait les dividendes pour voir s'il y a un intérêt particulier. Généralement non. Voilà, il n'y a rien d'intéressant sur le sujet. Que ce soit au niveau patrimonial ou au niveau valeur de prix, ça change pas grand-chose. Donc on a une stratégie de création de valeur sur la société et en aucun cas sur des distributions de dividendes. Bah écoutez, très simplement, hein, le niveau 54-55 est un niveau super intéressant. Et si ça passe en dessous, bah, ça peut être sur l'oblique ici, qui est plus ou moins bien tracé. Et donc 51, etc. Ça pourrait être des niveaux intéressants. Moi je trouve pas que Eurofins soit un dossier qu'on peut considérer comme mauvais ou en déconfiture. Pour moi, c'est une exagération qui est corrigée. Je ne serais pas étonné qu'on reste longtemps dans cette zone-là entre 50-55 et on va dire 70. Donc faites attention à ceux qui sont long terme, ça peut rester des années comme ça, sans spécialement renier le fait que la société est intéressante. Allez, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes un peu plus sur courte période. Voilà, donc il y a une belle oblique là qu'on aperçoit, donc tant qu'on est en dessous, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de déclencheur sur la société, ça peut aller beaucoup plus bas, donc voilà, ça a été bien renvoyé à la semaine précédente, ici, on a grandi un petit peu,
ici, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à obtenir. Et puis bah voilà, je vous ai mis une résistance à mon avis qui est pas 70 mais 72-73, qui pour moi sera vraiment le déclencheur d'un mouvement haussier long terme sur la société si on passe par-dessus à un moment. Mais pour l'instant, il n'en est pas vraiment question. Voilà, je regarde un petit peu s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler sur le sujet. On enchaîne avec un des plus beaux joyaux français qui s'appelle Hermès. Ah, quelle magnifique société. Et voici le graphe d'une des plus belles valeurs françaises qui n'arrête pas de monter et qui est absolument phénoménal. Donc, il n'y a rien à dire d'autre. C'est impressionnant. En septembre, on avait eu le bas de marché, elle était tombée au moins de 1000 euros, elle est à presque 2000. Et il semble rien ne l'arrêter. Et je vais vous annoncer une chose, c'est que c'est pas impossible que ça continue. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors sachant que ça peut parfaitement se retourner et aller chercher un peu plus bas, retrouver des supports. Voilà Hermès. Alors je vous cache pas que dividende ou pas, on s'en fout. Voilà, vous avez la réponse, ça change rien au truc. Et on va les regarder en hebdomadaire rapidement, mensuellement. Je pense que tout est dit sur le titre. Voilà, donc le problème, c'est que je vous ai mis une oblique là, que je trouve pertinente, mais je vais la mettre en pointillé. Parce que des obliques comme ça, c'est fait pour être cassé, à vrai dire. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt le couloir haussier qu'on a ici, qui est plutôt une zone, alors qui est pas encore bien définie, hein, comme quoi des dossiers haussiers comme ça, c'est de la folie. C'est très difficile de les acheter, mais on peut avoir des retours, voilà, à 1780, elle est à 1927. Mais je vous cache pas que elle peut parfaitement péter les 2000 et puis aller chercher plus haut. Elle peut rester longtemps à ce niveau-là. C'est très très cher. Alors, vrai dire, le fondamentaliste, il va vous dire, c'est très cher, blabli blabla, etc. Ouais. Est-ce que ça peut être plus cher? Bah oui. Est-ce que ça peut baisser? Ouais, potentiellement, ouais, ça peut baisser. Mais sincèrement, Hermès, de toute façon, si, alors moi, j'achèterais pas là parce que techniquement, je trouve pas ça intéressant. Mais je regrette de me pas m'être penché sur le sujet Hermès quand je savais que c'était le bas de marché. J'avais assez bien vu le bas de marché, et ça avait déjà rebondi Hermès, parce que le bas de marché pour moi il est plutôt autour de septembre-octobre, on est déjà remonté à 1200, je pense que j'aurais dû m'intéresser par ici à Hermès pour pouvoir le rentrer de manière long terme, bon bah je l'ai pas fait, tant pis pour moi, il y aura peut-être une autre opportunité un jour, on verra bien. Un de ces quatre, voilà. Attention, toujours la même chose, le luxe, c'est beau, mais il y a des risques, il faut les prendre en compte, notamment la Chine, qui va pas très bien, et qui, à mon avis, ne va pas très bien de manière fondamentale. Donc faites attention aux accélérations de croissance espérées par le luxe en Chine, ça peut poser des problèmes. Allez, on enchaîne avec une autre valeur du luxe qui se porte beaucoup moins bien. Vous avez deviné qui elle est, c'est Kering. Alors Kering, c'est très particulier parce que c'est l'ancienne PPR et c'était de la distribution plus qu'autre chose. Et puis il y a eu un virage fait par Monsieur Pinault il y a un certain temps, qui est parti dans le luxe en achetant notamment Gucci. Et à vrai dire, là, si vous allez voir un graphique assez intéressant, parce que graphiquement, bon voilà, c'est aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est au niveau éducatif, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux phases au niveau patrimonial. C'est la phase où c'était intéressant de prendre des dividendes et la phase où ça ne l'est plus. Je clique dessus, vous allez vite comprendre. Je clique et ici, c'était un peu plus intéressant d'acheter pour des raisons de dividendes. Et à partir de maintenant, ici, ça n'est plus du tout une raison d'acheter cette valeur pour des raisons de dividendes. Donc voilà. Alors regardez bien, le niveau de prix était à 242. Ici, on va dire 126. Donc là, on vous dit, oh là là, ça baisse, c'est pas bon du tout. Et finalement, en cliquant, c'est beaucoup moins grave. Donc voilà, c'était un peu plus intéressant là. Bon, c'est pas non plus formidable sur le dossier, mais voilà, je voulais juste vous faire voir parce qu'il y a eu un changement stratégique fondamental sur la société Kering. Voilà, donc vous avez, ça fait un moment qu'il est galère, Kering, alors faut lire un petit peu pourquoi, je m'étais attardé dessus, voilà, je trouve qu'effectivement il y a des... Structurellement, Kering a besoin de mûrir. Elle est dans sa crise, je dirais. Alors, il y a eu une évolution. Elle a bien redressé la société Gucci, mais je trouve que maintenant, il va falloir faire un petit peu comme les autres font. Ça ne sera jamais un Hermès, mais ça voudrait être un LVMH un jour. Et pour l'instant, ça patauge. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ce sera peut-être des années avant d'être investisseur dessus. Moi, personnellement, je pense que s'ils y arrivent, ils sont intelligents. Il y a une passation de pouvoir aussi entre le père et le fils. Bon, bah, on verra bien. On verra bien la famille Pinault si elle est toujours aussi forte au niveau entrepreneurial, mais pour l'instant, je dirais que ça patauge un peu dans la semoule et ça a l'air de durer
concernant le dossier. Allez, on va regarder en hebdo. En hebdo, on a touché il n'y a pas longtemps un petit niveau sympa. Bon, pour moi, clairement, pour reprendre une tendance haussière, il faut passer au-dessus de 605. Pour l'instant, on est toujours positif de manière fondamentale et long terme, tant qu'on reste au-dessus de 450 euros, on va dire 460. Pour l'instant, rien à signaler sur Kering. On va passer à la suite avec Legrand, qui est aussi une belle entreprise française. Voilà Legrand, bon bah c'est pareil, un superbe dossier, ça monte tout le temps, c'est magnifique, c'est formidable. Les dividendes, ça change rien à l'histoire, ça monte tout le temps aussi, donc la création de valeur, elle existe bien, c'est pas les dividendes qui font la différence. Ainsi, on a sur cette valeur-là, je trouve qu'on a un niveau de prix qui commence à être un peu chatouilleux au niveau fondamental. Et si vous voulez, enfin tout simplement parce qu'on a une oblique ici, hein. On a un marché aussi, hein. Je parle pas trop du marché sur cette vidéo, mais je trouve que le marché est quand même un peu haut. Nous donne des signaux de fatigue assez importants avec quelques petits risques qui apparaissent tranquillement au niveau à cause des taux d'intérêt, hein, évidemment. Donc on surveillera ça de près dans le futur concernant l'ensemble des valeurs. Et sur Legrand, je dirais que là aussi on fera attention. Est-ce qu'il y a du gaz pour aller plus haut? Peut-être, mais moi je trouve que c'est plus intéressant d'aller chercher le point bas qui est par ici, autour de 72, on est à 91. Et donc finalement, c'est le jeu arbitre, c'est cet oblique en hebdomadaire que nous voyons ici. Et tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire j'ai tort, mais si ça casse, ça devrait aller vers le bas tranquillement. Voilà, donc pour Legrand, on retourne un petit peu dans le luxe, enfin dans la cosmétique, une valeur qui est considérée comme luxe maintenant, c'est L'Oréal. Bon alors évidemment L'Oréal ça monte tout le temps, hein, pas de problème. Les dividendes, qu'est-ce que ça donne? L'arbitrage change pas, il n'y a pas d'intérêt à la stratégie de dividende sur ce dossier-là, c'est de la création de valeur pure et dure. Toujours intéressant, L'Oréal, hein, c'est certainement une des plus belles valeurs françaises. Mais je dirais que fondamentalement, comment vous dire? Bon, c'est cher, mais ça mérite d'être cher. Hein. Je serais pas inintéressé par l'idée que L'Oréal ne remonte pas et qu'elle redescende, à vrai dire. Voilà, c'est mon avis, je trouve. Elle est chère, mais c'est un peu moins justifié que d'autres. Voilà. Hermès, je suis moins inquiet que L'Oréal. Enfin, inquiet, c'est pas non plus le terme qui correspond. Hein. C'est plutôt une correction de L'Oréal serait plutôt bienvenue, me paraîtrait cohérente et logique, sachant que L'Oréal est un peu moins luxe, et un peu plus consommation, et voilà, elle peut pas augmenter ses prix comme Hermès peut le faire. Donc le pricing power est pas aussi important, malgré tout ce qu'on peut me raconter. Non, le pricing power sur L'Oréal est un peu moins fort que Hermès. Alors évidemment Hermès c'est le sommet du sommet, mais c'est ce qui me fait dire que bon voilà, ça mériterait de corriger un petit peu sur le sujet. Au niveau hebdomadaire, qu'est-ce qui se raconte sur le dossier? Voilà, alors ça c'est assez sympa, on a un niveau qui est beaucoup travaillé ici, l'oblique ici qui travaille aussi. Si on passait en dessous, il faudrait faire très attention que ça soit pas un décrochage plus important. Puis évidemment si j'avais tort, on repart au-dessus de 400, 430, 440 et on accélérera à la hausse. J'ai pas l'impression que ce soit dans les semaines qui viennent, ce qui le risque de se passer, c'est plutôt l'inverse. Allez, on va attaquer avec la dernière dans le luxe que vous connaissez tous et que vous attendez tous, cette analyse. C'est LVMH, la championne par-dessus tout, la plus grosse capitalisation du CAC 40. Et donc voilà son graphique, superbe graphique, il n'y a rien à dire sur le sujet. Allez, on regarde sur plus longue période, effectivement. Il y a une longue période où ça avançait pas. On va regarder avec les dividendes. C'est pareil, donc c'est encore une société sur laquelle la stratégie de dividende ne marche pas, n'a aucun intérêt, ça change pas du tout vos arbitrages, c'est juste une cerise sur le gâteau, et ça s'arrête là, même si c'est des belles cerises, il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'il fallait, c'est acheter, si on avait eu l'idée que LVMH allait monter aussi fort, fallait l'acheter il y a bien longtemps, et elle continue à monter, et il faut avouer que je vois pas pourquoi elle s'arrêterait de monter. On revient avec une stratégie sans dividende sur le graphe. Ensuite, en hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, je le dis avant de passer en hebdomadaire, le risque sur LVMH, hein, comme sur beaucoup de luxe, c'est la Chine. Hein. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Faut pas être gaga. Moi, personnellement, je pense que on peut acheter les supports sur LVMH, mais il faut savoir invalider, il faut pas être gaga devant des valeurs, même si c'est le top du top, si on adore le Moët et Chandon, ou si on adore le cognac N6, c'est pas pour ça qu'il faut acheter ces actions-là, il faut les acheter pour des raisons économiques, et donc pas pour des raisons que j'aime le produit qu'ils fabriquent, même si moi je suis très fan de ce qu'ils font. On a une oblique qui a été cassée sur LVMH, je vous la fais voir ici, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce qu'on est passé en dessous, et il y a eu un pullback, je vais agrandir, regardez,
hop, un peu de pédago, on descend, on rebondit, on tape dessus, on se fait renvoyer, on réessaye d'y aller et on se fait renvoyer. Bon, LVMH a sorti des chiffres qui étaient super bons, mais pas assez super bons pour que les marchés continuent à acheter. Ils ont décidé d'alléger, donc il n'est pas interdit, dans un stress estival, on va dire, vraiment pas plus, hein, d'aller chercher un niveau de 740 qui serait vraiment très sympa. Voilà, donc moi je vous le dis comme ça. Je suis plutôt sceptique sur ce niveau de prix-là, mais ça peut tenir, ça dépend des indices, puisque finalement LVMH c'est carrément l'indice CAC 40, hein, il fait bouger le CAC 40 à la hausse et à la baisse. Donc moi personnellement j'attends plutôt une baisse estivale au niveau de la rentrée scolaire. Voilà, 750, 740, ce serait peut-être sympa d'y aller. Moi ça me permettrait d'être peut-être intéressé à ce niveau-là, sur ce dossier-là, pour du long terme, parce que sincèrement, c'est toujours haussier sur LVMH, ça ne changera pas à mon avis avant longtemps, même s'il y a des risques au niveau, j'ai déjà expliqué ça sur LVMH, vous allez dans la biblio et vous trouverez tout ça facilement. Pour ceux qui connaissent pas la biblio, regardez une de mes vidéos hebdomadaires, vous comprendrez ce qu'est la biblio. C'est une grosse source d'information pour vous et nous sommes encore en train aujourd'hui de l'alimenter de manière importante. Voilà. On enchaîne avec quelque chose de beaucoup moins luxueux, mais beaucoup plus nécessaire à mon avis au quotidien, c'est Michelin et les fameux pneus. Donc voilà un numéro 1 mondial magnifique qui monte tout le temps, c'est une superbe société, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à dire sur le sujet, de toute façon Michelin ça monte, ça sait faire du pricing power, c'est vraiment un des exemples phénoménal sur la France d'une société qui se porte bien, même s'il faut faire attention, toujours faire attention à sa bonne santé dans le futur. On va regarder le dividende vite fait. Alors, ça change pas notre façon de voir les choses sur le graphique Michelin, mais vous aurez marqué une certaine amplitude beaucoup plus importante sur le titre, puisque le bas ici, hein, c'est facile de le dire après, mais il est à 4 quand on est monté à 36, donc 1 x 9. Sans les dividendes, on est à 1 x 6, voilà, donc ça aide à augmenter l'amplitude des gains. Donc c'est bien des cerises sur le gâteau. Alors c'est des cerises qu'on récupère régulièrement, hein, mais voilà, ce qui est important, c'est de pas couper l'arbre, de pas couper le cerisier. Voilà, donc en tout cas Michelin, le cerisier se porte bien et tout va bien pour lui. On n'a pas trop d'inquiétude sur Michelin. Il dépend évidemment pas mal de la santé économique mondiale, mais bon, globalement, sur longue période, faut attendre des points bas pour rentrer dessus et accumuler des titres et pareil, les mettre en fond de portefeuille. Vous avez des niveaux ici que je vous ai proposés au niveau mensuel qui sont intéressants. On n'y est pas, donc c'est pas l'optimum. C'est pas non plus excessivement mauvais d'être intéressé par ce niveau-là. On va regarder en hebdomadaire ce qui s'y passe. Et hebdomadairement, moi je trouve que cette oblique est très intéressante. Alors elle vient de se faire refouler dans la semaine qu'on vient de passer, mais si ça restait ici puis que ça cassait, moi je trouve que ça donnerait un élan intéressant à la valeur dans les mois qui viennent. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je dirais que c'est pas ici qu'il faut rentrer. Et puis on a un niveau aussi au niveau de 25 qui peut être sympathique. Et sinon il y a la grande oblique ici qui se présente autour de 23, voire 21 en dernier recours. Voilà pour Michelin, on va enchaîner avec Orange, qui là par contre on va certainement avoir des gens qui vont... Enfin voilà, Orange, c'est un cas particulièrement intéressant sur le dividende. Alors Orange, c'est l'archétype même de la société qu'il fallait acheter comme des fous, parce que c'était la super société technologique de l'an 2000. Eh bien on va voir ceux qui ont acheté, qui n'ont jamais vendu, ceux qui sont devenus patrimonialement parlants. On clique sur le petit onglet comme d'habitude, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça remonte, intéressant, mais voilà. Vous avez divisé par 5 votre patrimoine. Et il se trouve que j'ai un pote qui a fait exactement ça. Et difficile de lui expliquer qu'il ne retrouvera jamais son argent, puisqu'il faut 250 ans, j'avais calculé pour lui, au rythme actuel. Dans 250 ans, tu retrouveras ta valeur, mais est-ce que dans 250 ans, tu seras encore vivant? Je pense que la réponse, nous l'avons tous. Allez, on enlève les dividendes ici. Alors si, ce qui est intéressant, on va changer d'échelle. On va se mettre comme ça. On voit que c'est paf, comme ça, ici, c'est plutôt haussier, et quand on enlève les dividendes, on voit que c'est baissier. Donc, c'est une stratégie dividende intéressante pour l'instant. Personnellement, j'aime pas du tout Orange et ce qu'ils font, mais c'est une stratégie dividende intéressante quand on fait ça. Celui qui a acheté le bas de marché ici, à 4, il est actuellement à 10,5, il a fait x2,5, donc il a raison. Donc ça inverse un petit peu la tendance qu'on pourrait penser sur Orange, où l'acheteur sur des points bas, où il est fortiche sur le sujet, eh bien il est plutôt gagnant. Voilà. Mais c'est que depuis quelques années, sinon sur longue période, c'était pas terrible. Et franchement, il y a quand même beaucoup mieux, hein, qu'on soit clair. Mais ici,
bah on voit bien qu'il y a un retournement de tendance qui est très sympa. Et même si tu avais acheté, t'es un peu le bêta qui a acheté ici, alors je reclique, hop, tiens, on va cliquer ici. Si t'es celui qui a acheté là, bah finalement, en 2007, finalement, pardon, t'as pas perdu. Faut-il avoir conservé? Voilà, pour Orange, je suis pas plus fan que ça de ce que je vous raconte. Allez, on enlève les dividendes, on regarde le graphique. Graphiquement, donc on a eu une belle gadin là en 2020 qui a pas rebondi, donc on sent quand même que c'est assez compliqué. On a une superbe borne qui est bien marquée à 11,80 ici. On est en train de redescendre à 10 et je dirais que 9,30 va être super sympa comme niveau pour ceux qui sont fans d'Orange, de telle manière à ce que vous ayez un point d'entrée, je dirais, où c'est invalidable facilement et où vous pourriez avoir un prix de revient intéressant avec un rendement plutôt sympa sur Orange. Ça reste une société qui a un rendement assez sympathique. Donc voilà, mais bon, moi je vois pas trop où est le renouveau d'Orange dans son business et c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Allez, on enchaîne avec Pernod Ricard, qui est à la limite du... Bon bah c'est des alcools, hein, mais qui est aussi dans, on va dire un peu dans le luxe. Voilà, c'est un petit peu comme LVMH, mais bon, un peu moins coté quand même. En tout cas, graphiquement, on peut pas dire que c'est pas une belle société. On va regarder vite fait les dividendes. Pareil, tout va bien. Il n'y a pas d'arbitrage particulièrement par rapport aux dividendes. On regarde le graphe, on regarde où il va. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tiens, je vais vous rajouter ça ici parce que ça c'est intéressant. Il y a un double top ici qui a été refoulé au bon moment par le marché. C'est assez propre et ça peut dire aussi vous voyez, une correction voilà, qui peut être encore un peu plus importante si le marché voulait l'emmener plus bas. Ça reste une superbe société de Pernod Ricard, hein, il n'y a strictement rien sur les fondamentaux qui me posent un problème. On va regarder juste au niveau hebdomadaire ce qu'il y a à faire. Alors toujours la même chose, hein, la Chine, attention à la Chine par rapport à ces sociétés-là, il faut faire attention, on est très dépendant de la Chine, moi je trouve, dans le CAC 40, et ce dossier-là le prouve encore. Alors, tant qu'on a l'oblique ici qui est tenu, j'ai envie de dire on est haussier, tout va bien, on a des points d'entrée beaucoup plus intéressants, je viens de rajouter une oblique, une résistance ici autour de 175 et évidemment 143 serait une belle braderie pour un beau dossier fondamentalement costaud. Oui, je sais, c'est l'alcool, c'est pas très éthique, mais voilà, c'est quand même une de nos qualités en France, c'est de vendre des alcools de qualité et très diversifiés puisqu'on a les vins et certains alcools type ce que fait Pernod Ricard. On va enchaîner avec une valeur qui s'est fortement retournée et je m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai complètement raté le train. Et elle s'appelle Publicis. Alors Publicis, voilà, on est plutôt arrivé sur un niveau assez intéressant, voir si ça va travailler. Mais vous voyez, entre ici 22 et 73, franchement, chapeau à ceux qui ont cru. Moi, j'y croyais pas. Je voyais plein de gens qui disaient en bas là que c'était pas cher du tout, il fallait acheter. Moi, j'ai pas compris. Mais ça arrive, hein, on a le droit. Hein, il faut s'autoriser à faire des erreurs. En tout cas, en ce qui concerne Publicis, voilà, bon, pas de regret. Je trouve que on peut rater des dossiers. Hein, c'est pas du tout gênant. Faut pas vous en inquiéter. Ça arrivera toujours. On va regarder avec les dividendes. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Ce qui donne une tendance haussière légère avec les dividendes donne une tendance haussière un peu moins légère, un peu plus accentuée. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut retenir du sujet. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement vos arbitrages? Regardez bien. Moi, je trouve que non. Donc, dividendaire sur une stratégie dividende sur Publicis, bof, pas terrible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit graphiquement? On voit les points, etc. On va les regarder en hebdomadaire, ce qui se raconte sur ce titre-là. Et ça travaille bien ici, j'ai envie de vous dire. Tant que c'est au-dessus du 66, qui est un point d'entrée, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt acheteur. Faut dire ce qu'il est, donc on verra bien, mais il n'y a pas d'inversement. Je suis pas négatif sur Publicis. Alors ça peut corriger, ça peut s'invalider, mais en tout cas, bon, l'achat à 73,88 comme on voit là, bof, mais 66,80 là, ça pourrait se tenter, ça pourrait être intéressant. Il y a des niveaux de prix par là qui peuvent être sympas, et si ça réagissait bien, ça pourrait peut-être être le point bas avant une nouvelle relance haussière. On verra bien si c'est le cas dans le futur. Allez, on enchaîne sur une société que j'ai déjà vantée il y a peu de temps avec la grande surprise de beaucoup de gens, c'est Renault. Alors Renault, oui, je suis, ça fait maintenant 2 ans que je suis plutôt positif sur Renault. Je pense toujours la même chose. Et alors moi j'achèterai jamais parce que j'ai d'autres choses à faire ailleurs. Hein. Un portefeuille c'est 10, 20 valeurs. Hein.
à tout casser, hein, donc je peux pas tout avoir. Je m'intéresse à d'autres pays et à d'autres types de valeurs. Ce qui est intéressant chez Renault, c'est qu'on a un projet industriel qui est vraiment fantastique. Je pense que le dirigeant qui est en place est du niveau de Carlos Ghosn, mais Carlos Ghosn, on l'estimait pas quand il est arrivé, on l'a estimé plus tard. Je pense qu'on est dans le même cas. Le cas d'Emeo, c'est un mec qui est sous-évalué, sous-estimé sur la planète automobile. Donc on verra bien, même si Renault, je reste négatif sur très longue période, je ne vois pas rebondir très très loin, ça peut aller plus haut, ce serait pas mal là que ça aille chercher le 90, ça peut être sympa. Au niveau dividende, je vois pas trop ce que ça donne, donc on oublie. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de regarder un petit peu au niveau graphique hebdo ce qui est faisable sur le dossier. Donc, on a, alors ici, je rappelle que ici c'est la guerre, il y avait des actifs que Renault possédait pas en Ukraine, en Russie, qu'elle a vendu. Donc ça y est, c'est reparti. C'était le point bas, c'était un point intéressant à acheter. C'est à peu près x2 maintenant. C'est intéressant. Moi, je l'avais vanté par ici. Donc le timing n'était pas bon, mais il se trouve que c'est plutôt celui qui aurait fait ça, il est plutôt gagnant. Il y a un niveau de prix ici qui a été très bien travaillé 2 fois avec un double bottom très intéressant. Un gros rebond. La tendance du marché fait qu'il y a peut-être une correction qui va se mettre en place. Donc voilà, à surveiller pour ceux qui sont fans de Renault et qui veulent en avoir. Bon, moi j'en aurai jamais, mais je vous le dis, je pense que Renault au niveau industriel, il y a des choses très intéressantes à faire. On ne parle que de Stellantis, qui est aussi une super valeur. Mais faut pas négliger Renault. Les Français sont pas si mal que ça au niveau industrie automobile en ce moment. Même si personnellement je n'aurais jamais une voiture Renault. Enfin, jamais plus une voiture Renault. J'ai eu trop de problèmes. Vous connaissez l'adage. Allez, on va faire Stellantis dans la foulée. Comme ça, on aura fait les deux voitures, les deux marques qui sont au CAC 40. Alors, Stellantis, au niveau dividende, je vais vous faire voir tout de suite. Paf. Alors, c'est plus haut. Ça vient de casser le plus haut. Donc, patrimonialement, vous avez jamais été aussi riche si vous êtes actionnaire de nos amis Stellantis. Et tous ceux qui ont acheté un jour du Stellantis sont tous gagnants à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant une société intéressante au niveau dividende? Regardez, est-ce que vos arbitrages seraient les mêmes, les hausses, les baisses, est-ce que ce serait les mêmes? Oui, ce serait la même chose, donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, toucher des dividendes pour passer de 18, ici, là, on est à 26, 18, et finalement, être un peu plus haut, ça fait, je trouve, beaucoup d'années pour retrouver cet écart qui est finalement pas très important. Stellantis, c'est une valeur géniale, c'est dirigé par un génie de l'industrie qui s'appelle Carlos Tavares. J'en ai déjà parlé, allez voir les hebdos, allez voir la Biblio, j'en ai déjà parlé aussi. Comment vous dire, c'est pas cher, ça reste pas cher, ce sera, je pense, toujours pas très cher, mais là c'est vraiment pas cher, donc ça peut aller un peu plus haut tout en étant pas cher. Ceux qui sont dedans, c'est bien, restez-y, vous êtes bien au chaud, vous touchez un peu de dividendes sans intérêt pour moi, et graphiquement, il n'y a plus grand chose à attendre avant les niveaux que je vais vous donner en hebdomadaire. Ici, c'est une sorte de biseau, qu'on soit d'accord. Alors, c'est pas interdit que ça aille chercher plus haut, faut surtout pas trop aller là-dedans parce que ça peut vous faire refouler sur le bas. On achète des supports sur Stellantis, Faut être clair. Il y avait des alertes, je trouve, au niveau graphique ici qui étaient assez sympas. On n'a pas touché le niveau que je pensais. Il était un tout petit peu plus haut. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, vous en raterez toujours des valeurs comme ça. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Voilà pour Stellantis. Donc voilà, j'ai rien à dire. Ça s'achète, ça s'achète. Mais quand c'est la grande question, je vous ai donné les niveaux. Ici, c'est plutôt sympa. Je trouve que 15 est plus intéressant que 17. Presque 18 même. Allez, on va reprendre le fil des valeurs. On va faire Safran, qui est une superbe valeur française aussi. Voilà Safran sur longue période, donc c'est vraiment un très très beau dossier. Il n'y a rien à dire sur le sujet, même si moi je suis pas du tout fan de l'aéronautique et encore moins des moteurs qui crament du CO2. Je pense qu'il y a des trucs à venir qui pourraient faire très mal à des sociétés comme ça. Même si Safran est technologiquement numéro 1 mondial, super intéressant sur le sujet. Graphiquement, je vous fais voir comme ça là. On est là aussi sur un double bottom potentiel. Ça fait beaucoup de valeurs qui sont au sommet historique de leur prix. Bon, bref. Une correction, moi je vous dis, il y a une petite correction qui va arriver. C'est mon avis. Au niveau des dividendes, on va regarder ça. Paf,
encore un dossier qui monte très fort et qui n'a aucun intérêt aux dividendes. En tout cas, la stratégie dividende. On va donc regarder au niveau de l'hebdomadaire ce qui se passe pour avoir clairement un petit plan sympathique. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je dirais, pour l'instant. C'est très haussier. J'ai même pas envie de faire d'obliques parce qu'elles sont pas très proprement faites. Ah si, tiens, j'en aperçois une. Voilà, c'est pas hyper clean, mais bon, voilà. Celle-ci, elle peut être sympathique. En tout cas, vous la surveillerez, vous regarderez ce qu'elle donne. Mais j'attends quand même des retournements de marché, des retournements un petit peu pour aller chercher des niveaux plus bas et trouver des supports dans les semaines qui viennent. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec une valeur très très intéressante, sur laquelle je suis modéré, mais modéré plus, enfin voilà, qui demande beaucoup d'intérêt sur beaucoup de sujets, c'est Saint-Gobain. Alors voilà Saint-Gobain sur une très très longue période, hein, puisqu'on est sur maintenant à peu près 30 ans, et on voit bien que le niveau ici de 17 €, c'est vraiment le niveau historiquement bas. Je sais pas si on y retournera un jour, c'est possible que non, mais en tout cas, si vous cliquez sur les dividendes, ça va dire autre chose. Voilà, ça c'est un superbe dossier toujours haussier qui a vraiment des qualités. Alors c'est la plus vieille entreprise française, elle a plus de 300 ans et qu'elle a été créée du temps de Louis XIV de mémoire, si je me rappelle bien. Donc en 300 ans, je sais pas si vous seriez toujours actionnaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très haussier. C'est certainement pas le moment d'acheter. Mais en tout cas, Saint-Gobain, c'est au niveau dividende. C'est une superbe stratégie puisqu'elle associe bien une création de valeur d'un dossier qui est légèrement haussier, mais qui, par les dividendes, tend à créer de la valeur pour les investisseurs sur longue période. Donc, on peut intégrer Saint-Gobain dans cette idée-là. Revenons sur le graphique. Donc, on est haussier, mais on arrive sur des résistances qui peuvent être assez gênantes. On n'y est pas encore, mais ça peut arriver. Ça tient bien. Je dirais que sur le niveau graphique, celui qui est dedans, c'est peut-être une des valeurs qui va bien tenir tout cet été. Voilà, donc j'ai mis pas mal de niveaux intéressants. Ici, ça frottait, ça a cassé. Donc du coup, on change de couleur. Et on voit bien que ça a bien cassé assez violemment. Il y avait une oblique ici que je vous avais mise qui a été finalement très pertinente et qui a été cassée aussi. Donc voilà, ça part vers le haut, c'est très bien. Les résultats sont très bons chez Saint-Gobain. Donc vous pouvez être positif sur le sujet. Et je vais refaire une oblique ici qui me paraît plus intéressante maintenant. Donc tout est vert, toutes les résistances pètent. Bon ben voilà, bravo à ceux qui sont dedans, bravo à ceux qui sont investis sur Saint-Gobain. Continuez comme ça. Alors attention, hein, 66 ça peut bloquer un petit moment aussi. On enchaîne sur Sanofi, une des grosses valeurs du CAC 40. Alors Sanofi, c'est une société qui est intéressante à plus d'un temps puisqu'elle est quand même haussière sur une très longue période. Après avoir eu une forte hausse dans les années 90, elle est pas vraiment baissière sur cette période-ci depuis on va dire depuis le début du siècle, elle est légèrement haussière. Mais si vous rajoutez les dividendes, bim, voilà, donc ça c'est une société dont la stratégie je dirais au niveau fondamentalement sur les dividendes, bah, c'était intéressant de rentrer dedans, c'est peut-être moins intéressant maintenant, mais en tout cas ça l'était et c'est comme ça qu'on voit si les sociétés sont intéressantes de manière conséquente avec les dividendes inclus. On revient sur le graphique. Bah écoutez, on est un peu au milieu de rien. La borne basse, elle est très claire, hein, elle est ici. On la voit bien, autour de 82, on va dire 81. On est à 94, pardon. Et ça buterait autour des 108, 109 sur certainement si ça devait y retourner. Allez, on va voir en hebdomadaire ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé que ce petit biseau que je viens de vous inscrire est assez intéressant, donc notez-le et puis vous voyez si ça continuera comme ça. Mais ça peut jouer comme ça longtemps sur le biseau. Voilà, pour les traders c'est sympa, ça peut être très amusant. En tout cas, pour l'instant, bah, rien à signaler sur Sanofi négatif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me permettre de rezoomer correctement. Ce qui est intéressant, c'est que sur un stress de marché, que ça décroche, puis que ça aille chercher là, et puis là, franchement, ça pourrait être sympathique pour ceux qui sont Sanofi. Moi, j'aime pas du tout ces sociétés-là, mais chacun fait ce qu'il veut, et il y a tellement de choix sur la cote que, franchement, ne pas aimer une valeur ou une autre, ça n'a vraiment pas d'importance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que graphiquement, c'est pas ici que je trouve que c'est le plus intéressant sur longue période pour Sanofi. On va enchaîner avec une valeur très intéressante aussi qui me plaît beaucoup. Qui me plaît beaucoup plus que Sanofi, même en termes de ce que fait cette société, c'est Schneider Electric. Alors Schneider, bah, on a clairement cassé une oblique autour de 2019. Alors le crack du Covid nous a ramené tout en bas, c'était vraiment un point d'entrée
exceptionnel sur Schneider pour ceux qui sont long terme sur Schneider. Et on va voir si au niveau des dividendes, c'était intéressant de s'occuper des dividendes sur Schneider. La réponse, elle n'est pas vraiment oui, de toute façon ça monte. Donc ça change pas vraiment le sens du vent et le sens de ce qu'il faut faire sur Schneider, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas d'intérêt de regarder les dividendes, ça ne fait que accentuer la hausse du patrimoine que vous avez si vous avez acheté Schneider fut un temps. Allez, on revient à notre graphique du coup, tout simplement, on a clairement un dossier qui est haussier, qui a perdu à cause de 2022, qui rebondit bien, mais qui a du mal à aller rechercher le plus haut. C'est peut-être révélateur que on est un peu essoufflé sur Schneider. Au niveau hebdomadaire, voici ce que nous avons à proposer. Il y a toujours un biseau haussier, donc même si je trouve que ça a du mal à chercher le plus haut, bah, c'est toujours dans la course pour aller chercher le sommet historique à 178, on est à 160. Bon, celui qui achète le bas et qui revend là haut, bah, c'est un bon trader. Et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire, il n'y a que ça à dire sur Schneider. On est globalement haussier. À moyen terme, on est haussier, tant qu'on est au-dessus de cet oblique, tout va bien pour Schneider, là aussi. C'est assez simple, des dossiers qui montent, qui sont fondamentalement costauds. C'est toujours assez cher ces valeurs-là, mais bon, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. On va enchaîner sur un dossier sur lequel je suis beaucoup moins positif, c'est Société Générale. Voilà, donc la Société Générale sur une très longue période, voilà ce que ça donne. C'est voilà, quand vous voyez la BNP et que vous voyez la Société Générale, bah vous avez tout compris pourquoi les gens de la BNP sont intéressants, et les gens de la Société Générale le sont beaucoup moins. Voilà, on paye les erreurs stratégiques de la Société Générale. C'est des dossiers que moi je vous répète, je comprends pas les banques, je comprends pas pourquoi elles les baissent plus qu'une autre. Enfin voilà, donc ça m'intéresse pas fondamentalement, moi je m'intéresse pas à ça. Mais pour vous qui seriez dessus, est-ce qu'il y a un intérêt à l'acheter maintenant? Bah, on va déjà regarder au niveau des dividendes ce que ça donne. Eh bien, ça donne pas grand-chose, ce qui justifie bien que celui qui est... Bon, en gros, que celui qui a acheté depuis, on va dire, depuis 20-25 ans, il a pas vraiment gagné d'argent, et donc c'est navrant d'avoir acheté du Société Générale. C'est pour ça que je suis pas du tout dans ces stratégies dividendes. C'est beaucoup trop long à mon goût, à vrai dire. C'est pour ça que j'aime pas les stratégies dividendes. Mais ça peut donner une cerise sur le gâteau, ça peut être sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une valeur qui crée de la valeur. Allez, on enchaîne sur l'hebdomadaire avec cette valeur-là. On va regarder un petit peu quand même au niveau mensuel. Donc il y a cette oblique là qui me paraît très importante et qui actuellement tourne autour de 32. Si ça revient là, c'est un point de vente à mon avis. Et voilà, sauf si la Société Générale change, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, en hebdomadaire maintenant. Alors hebdomadairement, moi je trouve que ça souffre, c'est pas terrible. Elle a pris dans la figure le stress bancaire de ce printemps, et puis elle remonte lentement. J'ai mis un petit biseau qui a l'air d'être bataillé. Tiens, je vais le refaire, je vais le remettre. Voilà, c'est peut-être un couloir haussier, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'attends pas grand-chose, surtout qu'il y a une autre... Attendez, pof, j'en mets une là. Il y a peut-être une petite résistance là qui va œuvrer, ou une petite zone de résistance qui va œuvrer, donc c'est pas sûr que ça passe plus haut, on verra bien. En tout cas, tant que c'est dans le couloir haussier, c'est des rebonds, mais bon, franchement, Société Générale à tous les niveaux. Ricardo, il est pas fan du tout. Voilà. On va passer à une société que j'aime beaucoup, même si c'est peut-être pas le moment d'y rentrer, mais c'est ST Microelectronics. Alors, STM, bon, c'est une super valeur qui a eu un grand moment positif dans les années 2000 et puis qui s'est effondré pendant des années, qui a mis beaucoup de temps à s'en remettre. On voit bien ici que ça a mis un sacré bout de temps avec une résistance à 9 € qui a été cassée et qui est devenu un niveau finalement stratégique où on n'est jamais revenu et on est maintenant à 45. Je vous laisse deviner l'amplitude. Alors avec les dividendes, ça donne quoi? Ça donne que si vous aviez acheté comme un benet au plus haut ici, vous seriez quand même gagnant maintenant. Faut-il avoir tout remis dans le pot et avoir cru en STM pendant toutes ces années? Bon, j'ai un peu de mal à croire qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait. Est-ce que c'est une valeur qui, au niveau dividende, est intéressante? Moi, j'ai envie de vous dire non, ça crée des amplitudes supplémentaires, mais ça change rien aux arbitrages. Donc, à vrai dire, pour moi, ça n'a pas d'intérêt sur ce dossier-là. Donc, on revient à la situation actuelle, et on a donc un STM qui est bullish de manière assez importante et assez structurelle. Et à vrai dire, il faut bien dire ce qu'il est. STM, c'est un fleuron français. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on bénéficie chez STM, je trouve, d'une valorisation qui me paraît un peu élevée. Je trouve que c'est pas celle qui mérite le plus en Europe d'être intéressante au niveau fondamental sur la partie des semi-conducteurs. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. C'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord. C'est parfaitement entendable. Moi, personnellement, c'est pas une valeur que je suis. Voilà, donc j'en ai d'autres beaucoup plus intéressantes dans le secteur et qui sont pas vraiment en France. Voilà.
Et graphiquement, effectivement, on a peut-être une oblique qui vient de se mettre en place ici, au niveau hebdomadaire. On vient de se faire refouler. Comme je vous disais, le marché a besoin de respirer. Ce serait pas mal qu'on vienne ici sur 38, ça pourrait être très sympa pour aller rechercher un plus haut. C'est pas pour ça que c'est pas parce que j'aime pas une valeur ou je trouve qu'il y a des valeurs plus intéressantes ailleurs dans d'autres domaines que STM ne l'est pas pour vous. Vous avez parfaitement le droit d'apprécier ce dossier-là. Moi, je vous donne juste mon avis technique sur la valeur et puis un petit avis fondamental sur le dossier. Je trouve qu'elle est un peu chère, c'est mon avis, quoi. Voilà, tout simplement. Mais STM, ça reste haussier et ça reste une très très belle entreprise française. On va enchaîner sur une valeur qui a défrayé la chronique négativement ces derniers temps et qui, pour moi, c'était assez évident que ça allait baisser. Ça baisse toujours. Tout le monde, les traders, voient des supports partout. Moi je vois surtout des résistances. Allez, on enchaîne sur Téléperformance. Alors, sur très longue période, ça a été une superbe aventure, Téléperformance, surtout depuis une dizaine d'années, puisque c'est monté, c'est passé de à peu près 20 € à 350, 400 même au sommet. Donc ça fait x20, c'est une belle histoire qui s'arrête maintenant, qui est terminée, et ça fait plusieurs mois que je le dis, et c'est terminé pour Téléperformance, et ça va attendre longtemps, à mon avis. Les dividendes. Aucun intérêt, il n'y a pas de stratégie de dividende, surtout que maintenant ils les ont coupés, j'imagine qu'ils en donneront plus beaucoup pour les années qui viennent. Ce qui se passe graphiquement, c'est assez cousu d'or, on va aller voir en hebdomadaire, c'est assez clair sur le sujet. Voilà, donc on a des niveaux de résistance, il n'y a que du rouge, j'ai éventuellement un truc là, qui ferait un rebond technique. Voilà, peut-être. Après, ça va s'arrêter de baisser à un moment donné, la valorisation va commencer à œuvrer pour s'arrêter, mais où c'est, voilà, je vois des tweets continuellement passer sur le sujet et ils se font tous ramasser parce que c'est baissier et on n'achète pas des couteaux qui tombent et c'est un couteau qui tombe même si ça vous plaît pas, mesdames, messieurs. On est à 400 tout en haut, on est à 128 actuellement et ça n'a pas fini. Clairement. Pourquoi? Parce que bon, voilà, il y a des yo-yo, il y a des gens qui gagnent dessus, mais c'est pas l'objet du tout de cette émission. On a une oblique ici qui a été cassée, on a eu un pullback dessus. On est redescendu, on est revenu sur un pullback sur une autre oblique qui est beaucoup plus importante à mon goût, c'est celle-ci. Et c'est pour ça que pour moi le jouet est cassé et de manière pas définitive, mais de manière long terme, pour quelques mois, quelques années, c'est mort. Parce que ici, c'était là où ça devait réagir, et ça a réagi, mais négativement, ça a été travaillé très bien par les traders, mais voilà, ça repart à la baisse, et ça tient pas, ça tiendra pas. Donc je sais pas, je vous ai mis ça, mais j'y crois pas du tout. Puis même si ça va là, puis que ça rebondit, c'est pour ça que j'achèterais. C'est pas du tout des niveaux, c'est pas du tout un graphique qui m'intéresse moi. Ce n'est que mon avis, je le répète. Je ne pense pas que Téléperformance soit intéressante dans les 2-3 ans qui viennent. Et je pèse mes mots, et ça fait 1 an que je le dis, donc maintenant ça fait plus qu'1 an ou 2. Et bien voilà. On enchaîne avec un autre dossier sur lequel je suis assez sceptique, alors que son graphique est totalement différent de Téléperformance. C'est Thales. Donc Thales, tout le monde est positif. Super. Moi je suis très content pour vous. Si vous êtes dedans, si vous avez acheté avant la guerre, vous aviez vu la guerre avant tout le monde, c'est très bien, tant mieux pour vous, même si éthiquement, je pense que quand même il y a un petit souci sur le dossier. On achète des gens qui permettent de tuer d'autres gens. Graphiquement, c'est un dossier qui s'est mis à monter il y a 10 ans, une dizaine d'années à peu près, et qui s'est mis à monter, mais qui pour moi arrive sur le haut d'un grand range long terme qui se présente à nous et qui me paraît assez pertinent. On va regarder si les dividendes nous font changer d'avis sur le sujet. Pas vraiment, donc j'ai envie de vous dire qu'il est important de se rendre compte qu'on est rendu là. Alors, il y a 2 solutions, ça peut faire un grand range pendant des mois, des années, et ne jamais baisser, mais je vous rappelle que Thales, ça vend des armements, ça a monté fortement ici grâce à la guerre, et je vous le dis, le jour où ce sera la paix, on peut l'espérer un jour quand même, je pense à l'Ukraine, si un jour c'est la paix, vous avez un effondrement du dossier. Donc c'est un dossier, je vous le dis, qui est dangereux d'acheter à ces niveaux de prix là. Dangereux. Donc c'est certainement le dossier le plus sur lequel j'ai le plus de réticence à l'heure actuelle sur le CAC 40, c'est Thales. Voilà. Et pourtant il est ultra haussier, mais pour moi c'est vraiment
vraiment une catastrophe de jouer même un trading, parce que ça peut vous tomber dessus à tout moment. Un accord de paix, un cessez-le-feu, je ne sais quoi. On va aller voir quand même, allez, pour les kamikazes, on va aller voir l'hebdomadaire. Voilà, donc c'est haussier, on passe de plus haut en plus haut, etc. Mais vous avez un support ici à 128, une oblique ici à 121, une autre résistance autour de 112, et puis vous verrez bien ce qui s'y passe. Mais pour moi, Thalès, faut faire très attention sur le sujet. Le jour ça tape, ça fait pas de cadeau. Voilà. On enchaîne sur un dossier sur lequel je vais surprendre beaucoup de monde, mais c'est pas bien grave. Il faut savoir se remettre en question. On va attaquer le dossier Total Energy. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, Darwinex. Donc Darwinex, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Alors Total, aujourd'hui on est sur un range très long terme entre, alors je sais pas si on doit dire 20 parce qu'il a vraiment touché une fois autour de 20 et 55. Il est en train il l'a tapé bien fort, il est en train de corriger ici et je dirais que c'était plutôt un range entre 30 et 55 avec une exagération baissière à cause du Covid, et puis il y a eu quand même des choses dans le pétrole qui sont passées de manière pas extraordinaire. J'aime pas Total et je continuerai à pas aimer Total, mais je dois admettre que graphiquement, quand on en rajoute les dividendes, j'ai tort. J'ai tort, mais j'aime pas Total quand même. J'aime pas Total parce que j'aime pas leur diversification, j'aime pas du tout l'énergie qu'ils vendent, parce qu'ils vendent toujours énormément de pétrole. Je suis pas convaincu qu'un jour il n'y ait pas une grande catastrophe sur les valeurs pétrolières. Voilà, bon, c'est mon avis. Et puis vous pouvez m'insulter sur les réseaux, ça fera pareil. De toute façon, je pense toujours la même chose et je penserai toujours la même chose de Total. Bon, en tout cas, j'ai tort sur graphiquement. Celui qui investit, il a raison, il achète, il est content, il investit pour long terme. Entre le bas du Covid et maintenant, il a fait x3, c'est très bien, tant mieux pour toi. T'as gagné de l'argent en brûlant du pétrole, c'est très bien. Le sujet sur Total, c'est de savoir si aujourd'hui il faut rester. Moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'alerte négative sur le dossier. On va revenir sur hors dividende. Il n'y a pas d'alerte, mais ça corrige tranquillement, alors que les prix ont tendance à remonter sur le pétrole. Ça me gêne un peu pour les gens qui font... si j'enlève le côté que j'aime pas la société, je dirais qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui graphiquement ou en termes de comportement de l'action par rapport au prix du pétrole, pour moi c'est un peu gênant. Voilà, donc j'irai jamais, mais je peux vous l'expliquer en essayant de mettre de côté mon a priori négatif. Au niveau hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Donc on a une oblique ici, alors c'est pas une oblique, c'est plutôt un couloir qui semble avoir été dessiné sur le marché. On a eu un beau rebond. Donc j'ai envie de dire, tant que vous êtes au-dessus de l'oblique, c'est pas baissier, ça se retourne pas, c'est juste une correction, alors avec des décrochages assez forts, mais qui n'ont pas de conséquences à long terme. Celui qui est investi depuis longtemps, j'ai envie de dire, t'as pas d'alerte. Si ça commence là, les plus hauts sont de plus en plus bas, si celui-ci il remonte pas plus haut, etc., ce qui je pense va arriver, et que ça redescend un peu plus bas et que ça casse ce niveau ici là des 50-75, faut faire attention, avoir une correction plus profonde. C'est pas interdit de vendre, on peut aimer une valeur sans être investi à un moment donné parce que elle corrige, il n'y a rien de choquant au sujet, et de la racheter plus bas. Voilà, donc moi c'est mon avis. C'est, je pense, difficile d'aller passer le niveau des 60 qui est vraiment historiquement un niveau important. Si ça le travaillait fort et que ça le cassait, je peux vous dire que ça continuera à monter. Et ça continuera à être une valeur que je n'aime pas pour des raisons que je vous ai expliquées il y a quelques secondes. Allez, on enchaîne avec une valeur catastrophique et qui justifie que les dividendes ne sont pas toujours à acheter, c'est Unibail Rodamco. Alors Unibail, voilà, c'est la catastrophe. Parce que le business model de Unibail est fortement remis en question. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison, j'en sais rien, j'en sais strictement rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, Unibail, c'est pas dans le move, et ça fait un moment que ça dure, et voilà, je sais qu'ils sont en train d'être achetés, enfin il y a des milliardaires qui cherchent à récupérer le dossier pas cher. En tout cas, ils ont bien raison d'être acheteurs plutôt à 50 balles qu'à 260, ça c'est certain, mais je peux pas vous dire si Unibail est vraiment intéressante aujourd'hui, si ça va aller plus bas.
Moi, personnellement, je suis pas... c'est le genre de valeur que je fuis. Et on va regarder au niveau dividende que nous avons une preuve que c'est pas une stratégie dividende qui est gagnante sur bien des dossiers. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Vous avez des dividendes, ça monte, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et un jour, la catastrophe, badaboum, ouais, mais c'est pas grave, j'ai touché des dividendes, je gagne. Bah voilà, si patrimonialement, ce que tu es devenu, mon cher ami, on est à un niveau de 50, et tous les gens, je dis bien tous les gens qui ont acheté entre janvier 2006 et maintenant, sont quasiment tous perdants. Quasiment tous perdants. Hormis ceux qui achètent les points bas. Mais voilà, c'est vraiment et puis c'est des traders, donc à vrai dire ils ont pas tenu les positions. Donc je dirais qu'il y a quasiment personne qui est gagnant depuis 17 ans. Ok, voilà. Bon bah chacun fait ce qu'il veut, mais tu vois, graphiquement si vous regardez bien, ici il fallait vendre. Ici ça casse et il fallait se barrer et attendre de meilleurs jours, et vous les avez pas eu et vous les aurez certainement pas avant un certain temps, à mon avis en tout cas. Alors on y va au niveau des dividendes, bah est-ce qu'on change l'arbitrage? Pas vraiment. Est-ce que c'est plus intéressant? Non, enfin franchement. Pourtant ça donnait beaucoup de dividendes. Hein. Donc ça a accentué les pentes, mais ça a pas changé les niveaux de réflexion. Et on devait réagir de la même manière. C'est pas le dividende qui vous fait décider. C'est ça que je voulais vous dire à travers cette émission. Donc sinon on a un petit support ici qui s'est créé. Il y a une oblique ici qu'on va aller voir en hebdomadaire, qui est assez jolie. Donc tant que vous êtes en dessous, ça rebondira pas. Voilà, donc attendez, soyez patient, et si ça rebondit, peut-être que vous allez faire partie du train qui va revaloriser Unibail-Rodamco, mais moi personnellement pour l'instant j'attends rien, surtout avec des taux d'intérêt qui sont comme ils sont actuellement. J'attends encore moins quoi que ce soit sur ce type de dossier. Pour info, c'est quand même de l'immobilier ces gens-là, donc voilà, c'est pas du tout le moment d'aller là-dessus. Ça viendra peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Il y a peut-être d'autres dossiers qui sont plus intéressants que ceux-là. Allez, on va être plutôt positif, on va passer sur une valeur qui est quand même assez appréciable, qui s'appelle Veolia Environnement. Alors Veolia, ça fait partie des valeurs où je pense que la stratégie dividende est plutôt pas inintéressante, puisque vous allez voir que là, quand vous voyez le graphique, vous dites « Oh là 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 là, valait mieux pas que je sois investi vers 2007-2008 ». Regardez bien avec les dividendes. On a retrouvé nos petits. Donc il y a quand même une distribution de valeur qui est faite au niveau de Veolia qui est assez intéressante en intégrant les dividendes. Donc voilà, donc on revient à peu près au niveau du plus haut historique. De manière patrimoniale, en gros tous les acheteurs ont pas perdu d'argent sur Veolia, où qu'ils soient dans cette courbe. Ça c'est ça qui est intéressant. On revient en graphe, c'est un peu moins bon, ça distribue peut-être un peu trop chez Veolia. Mais depuis un certain temps, on est haussier, on est dans un canal intéressant, on est un peu perdu au milieu de celui-ci, c'est pas le moment le plus intéressant, vous avez bien compris que c'est ici que je serais plutôt acheteur. On est chez le numéro 1 de l'eau, du traitement de l'eau, enfin de la gestion des eaux au niveau mondial, je crois, numéro 1 mondial. Donc voilà, c'est une belle entreprise française d'ingénierie sur l'eau. Un thème quand même intéressant vu ce qui se passe sur cette planète. Au niveau hebdomadaire, je suis plus sceptique vu, ça date de cette semaine, la bougie qui vient de se proposer là, l'agression des vendeurs avec une ATC violente sur un niveau qu'on avait donné. Je l'avais mis en pointillé, on avait déjà traité ça. Elle devient pertinente et donc j'enlève les pointillés. Franchement, voilà, attention, il y a une petite oblique ici qui tient encore mais qui risque de péter. Je vous la mets ici comme ça, vous l'aurez à disposition. Bon voilà, Veolia c'est une belle boîte, il y a pas à dire, mais je serais acheteur un peu plus bas, et 21 ce serait pas choquant, c'est pas une grande baisse non plus. Donc voilà, essayez de voir si dans le futur elle casse et qu'elle aille chercher des points un peu plus bas, ça pourrait être intéressant sur un domaine d'activité qui me paraît intéressant et qui me paraît assez être d'avenir pour ce bas monde qui subit un réchauffement climatique. C'est vraiment une société intéressante à plus d'un titre. On enchaîne avec Vinci, qui est une société assez intéressante et assez surprenante quand même. Finalement, j'aurais jamais cru, mais ce dossier-là est plutôt intéressant. Alors, vous voyez, je m'étais jamais penché sur le dossier Vinci, mais déjà, graphiquement, on voit que c'est assez joli. Je me suis trompé de couleur, je change la couleur. Voilà, c'est fait. On a un support qui est clairement établi. On est c'est vraiment graphiquement, c'est magnifique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et au niveau mensuel, c'est très clair. On est en haut du range chez Vinci, donc c'est assez cher. Donc, je suis assez négatif, je dirais, de manière ponctuelle. Mais pour des gens qui sont investis depuis longtemps, c'est un dossier assez exceptionnel. On rajoute les dividendes. Alors ça change rien, il n'y a pas de stratégie dividendaire à faire sur Vinci,
puisque vous le voyez bien, ça change rien votre arbitrage, c'est haussier, il y a des points bas intéressants, et graphiquement faut acheter, quand c'est en bas, faut acheter. Donc si vous voulez, ça change rien, les dividendes ne changent rien à votre stratégie, c'est pour ça que ce n'est pas, quand les gens vous disent qu'il faut acheter en fonction des dividendes, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on achète en bourse, c'est de la création de valeur et en aucun cas comment on la distribue. Allez, on va voir l'hebdomadaire, voir un petit peu ce qu'il se passe sur Vinci. Donc on a des supports un petit peu partout, évidemment, quand on est aussi haut perché, il y a pas mal de supports intéressants. On a là aussi un décrochage important la semaine dernière. Ça revient sur support, ça peut casser, moi je pense que ça va aller un peu plus bas. On a 95 qui nous attend et on a aussi 81 qui peut être très sympa. Pour des gens qui cherchent un niveau de prix un peu plus bas, ça ferait déjà 20% plus bas, ce serait super intéressant. 70, ça fait 30% plus bas, faut pas exagérer non plus, on n'est pas en train de vivre une crise, quoique ça peut peut-être arriver. Pour l'instant, ça fait un an que l'on attend, selon tous les vendeurs de malheur que vous connaissez. On enchaîne avec une valeur qui, pour moi, est un peu plus gênante, mais qui est peut-être la deuxième valeur à surveiller de manière importante dans le CAC 40 après Bouygues, c'est Worldline. Alors au niveau mensuel, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Worldline, ça a bien monté fort, ça s'est bien cassé la figure, ça a du mal à absorber une entreprise qui s'appelle Ingenico, et qui, en termes de technologie, est peut-être pas au top niveau de ce qui était espéré chez Worldline. En tout cas, Worldline essaye de s'en sortir avec une absorption qui a été compliquée. J'ai envie de vous dire, référence à Téléperformance, est-ce qu'on va pas vivre la même chose sur le dossier Téléperf? C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on absorbe des gros, comme on est en train de faire Téléperformance. En tout cas, graphiquement, c'est pas joli. On va aller voir en hebdomadaire sur Worldline. Alors, je vous le dis quand même, Worldline, je vous dis qu'il faut la surveiller parce que si elle réussit cette passation, ça peut être sympa. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. On attendra les éléments, d'autres éléments, mais c'est l'une des sociétés à surveiller, sachant que je vous disais Bouygues était intéressant, mais Bouygues est beaucoup plus costaud. Il y a des business qui sont bien établis, à mon avis, à mon goût, depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que Bouygues est peut-être plus intéressante à l'avenir. En hebdomadaire, donc on a beaucoup de choses baissières, évidemment. On a une oblique ici qui a peut-être été mise en place, un peu culottée celle-ci. Ce qui est la plus intéressante, c'est celle-ci. Ça va être la plus intéressante, puisqu'on a un couloir qui est en train de se mettre en place, à mon avis, baissier encore pour l'instant. Et les supports, on en a un qui est quand même assez évident ici, et qui a été travaillé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans l'histoire. Il se positionne ici, et donc si on revenait ici, ça serait intéressant. Hop, j'agrandis. Donc à ce niveau-là, ça pourrait être sympa. C'est un niveau technique intéressant. Il faut attendre que les plus bas soient de plus en plus hauts, et pour l'instant, les plus bas sont toujours plus bas, donc on attend. Mais intéressez-vous au dossier de près, il peut y avoir à un moment donné des opportunités sur Worldline. Alors, on n'achète pas les supports sur un dossier baissier, on achète plutôt des retournements et un retournement qui fait une correction qui permettra de vous permettre de rentrer à un prix modéré tout en ayant une tendance qui se retourne. Pour l'instant, la tendance n'est pas retournée. Voilà pour Worldline. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous propose d'aller voir les deux autres qui vous allez retrouver si vous voulez bien à l'intérieur. Alors évidemment, je les sors semaine après semaine, mais vous les retrouverez si vous voulez bien dans la partie que je vous présente ici, dans les playlists. Et si vous voulez continuer à regarder la chaîne et découvrir ce que je vous propose, je vous mets des vidéos juste ici afin de découvrir encore un peu plus ce que je propose aux auditeurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.